voici à peu près ce que j'imagine que vous pouvez vivre à la maison. Donc, vous voyez un moment redouté, parfois source d'angoisse et de tension. Souvent, j'ajouterais même source d'angoisse et de tension. Donc là, on a 3 mots forts quand même, hein. Redoutable, angoisse, tension. Donc, je vais volontairement y opposer 3 autres mots qui sont patience, bienveillance et renforcement positif. Coucher, soit ils ne sont plus en train de faire les devoirs et on est apaisé, donc on va pouvoir discuter a posteriori, mais pendant, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir ce recul. Et pourtant, je vais quand même insister, parce que si c'est un moment redouté pour vous, c'est un moment encore plus redouté pour eux. Mettez-vous à leur place. Vous êtes les personnes qui comptent le plus au monde pour eux, et c'est à vous qu'ils vont montrer, encore une fois, qu'ils vont rendre témoin de leurs difficultés, à qui ils vont montrer leurs faiblesses, avec toujours cette crainte de vous décevoir. Ils ne sont peut-être pas l'enfant parfait que vous aviez imaginé. Et ça, c'est très, très difficile pour un enfant. Donc, il a 2 positions possibles. Soit il se résigne, ça peut être une résignation passive, soit il s'oppose, soit il crie. Enfin, plusieurs possibilités, mais en général, elles ne sont pas formidables, ces possibilités. C'est-à-dire que ça se traduit par des crises, des tensions à la maison qui sont souvent très redoutées, justement, par les parents. Donc, vous allez être aussi le témoin de leur impuissance, mais à la fois le réceptacle de toutes les émotions qu'ils ont eu à subir dans la journée. Quoi qu'il arrive, vous allez toujours les aimer. Donc, à vous, ils vont pouvoir déverser leur tension. Sur vous, ils vont pouvoir déverser leurs tensions, leurs émotions, ce qu'ils ne peuvent pas forcément faire envers la maîtresse, envers les copains qui peut-être se moquent d'eux lorsqu'ils ne réussissent pas. Et donc, vous comprenez bien que tout ça va créer une boule de tension. Et là, mon but ce soir, c'est d'essayer de travailler avec vous à améliorer ce moment. Je ne vous fais pas de promesses présidentielles inatteignables. Je ne dis pas que demain, ça va être formidable, mais je dis que je vais commencer à peut-être insinuer des choses dans vos pensées qui vont vous permettre, au fur et à mesure, d'améliorer ces moments-là. Et n'hésitez pas, demain, à parler de cette conférence avec vos enfants. Déjà, d'une, pour leur montrer que vous vous intéressez au sujet, parce que vous voulez améliorer les choses. Et ensuite, parce que quand on leur explique certains fonctionnements, notamment du cerveau, de la mémoire, des connaissances, ils sont très, très intéressés et ça peut, à ce moment-là, favoriser leur attention et leur motivation. On va voir à quel point c'est important tout à l'heure. Là, je vais vous parler de l'effet Pygmalion et de l'effet Rosenthal. Alors, l'effet Pygmalion est beaucoup plus connu que l'effet Golem, c'est celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'on l'utilise souvent dans les discussions au quotidien. Je vais quand même faire un petit retour dessus pour préciser de quoi il s'agit vraiment et pour vous montrer surtout le rapport avec la conférence de ce soir. Alors, l'effet Pygmalion, c'est un effet qui a été proposé par un psychologue dans les années 60 qui s'appelait Rosenthal. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a voulu montrer que selon le degré de croyance dans les compétences d'une personne, on pouvait augmenter ou diminuer ses compétences. Alors, il avait commencé avec des rats. Je vous passerai toute l'expérience sur les rats. Et ça s'est révélé assez probant. Donc, il s'est dit, allez, c'est parti. Je vais maintenant essayer avec des élèves. Donc, il a choisi toute une cohorte d'élèves à qui il a fait passer des tests de QI. Parmi ces élèves-là, certains étaient plus ou moins en difficulté. Il en a pris quelques-uns qu'il a surnotés, c'est-à-dire il a surnoté leur réponse au test de QI. Et il s'est arrangé pour que les enseignants soient au courant de ces notes. Voilà. Et à la fin de l'année, il a repris les mêmes enfants, qu'il a refait passer ces tests de QI, et il s'est avéré que ceux qui avaient été surnotés avaient augmenté de pas mal de points leur QI, alors que ceux qui avaient les mêmes notes que ceux qui avaient été surnotés au départ en étaient restés soit au même endroit, soit avaient même diminué en compétences. Donc, qu'est-ce que c'est l'effet Pygmalion? C'est en fait une sorte de prophétie autoréalisatrice qui va provoquer l'amélioration des compétences d'un sujet en fonction du degré de croyance de la personne qui l'accompagne. Alors, cette personne, ça peut être l'enseignant, ça peut être vous. D'où l'intérêt de ce fameux renforcement positif. Plus vous allez avoir confiance en leurs capacités, plus vous allez le verbaliser, mieux vous allez pouvoir améliorer leurs compétences. Et puis, il y a l'inverse. Il y a l'effet Golem. Cette fois-ci, l'effet Golem, c'est un autre
psychologue donc, qui l'a proposé, c'est Jacobson qui l'a proposé. Et cet effet-là va consister à conditionner un individu avec des attentes négatives, ce qui va provoquer une diminution de son sentiment d'efficacité personnelle. Alors là, vous pourriez me dire, alors ça c'est très subjectif, comment savoir si une personne a un sentiment d'efficacité personnelle, le mesurer, c'est pas évident. Par contre, il a réussi à prouver que ça faisait aussi baisser ses performances. Et ça peut être quantifié. Donc vous voyez là aussi, si on a un avis négatif avant même que les devoirs commencent sur ce moment-là, on peut entraîner l'effet golem qui a peut-être déjà été amorcé lors de la, excusez-moi, lors de la journée par l'enseignant qui peut-être a des attentes négatives par rapport à votre enfant. Alors, je vous propose du coup un exposé en 3 temps. Un temps pour que nous voyons ensemble quelle organisation temporelle et matérielle proposer aux enfants pour que vraiment le moment soit propice, que le matériel choisi permette de ne pas perdre de temps. Donc, on fera un retour sur cela. Ensuite, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être informé, de comprendre les choses pour accompagner les enfants, nous reviendrons sur les différents processus d'apprentissage et de mémorisation. Cela me semble indispensable pour vous et pour eux, que vous soyez bien au courant de cela, et aussi pour comprendre quelles sont les attentes de l'enseignant qui a donné les devoirs. Et puis, je suis sûre que ça, c'est le moment le plus attendu de la soirée. Je vous proposerai quelques techniques et stratégies. Je dis quelques parce que dans le temps imparti, il me serait difficile de tout vous dispenser ici, mais vous avez de nombreuses ressources sur le site et puis je serai disponible tout à l'heure pour d'autres questions. Alors, l'organisation temporelle et matérielle. Donc, encore une fois, 3 temps. Je vous entends derrière vos écrans. Encore une fois, quelque chose de facile à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir déléguer, ne pas attendre d'arriver à l'exaspération, savoir anticiper la colère de votre enfant, la vôtre, et savoir dire, écoute, je pense que je suis fatiguée, moi aussi, et là, on ne va pas s'entendre, on va créer des tensions, ça ne va rien donner de bon. Je te propose que nous attendions que papa rentre, que ta grande sœur rentre, que ton grand frère rentre. Et si vous n'avez personne sous la, qui peut tout à fait être possible, et ce qui arrive souvent même, n'hésitez pas à mettre un mot à la maîtresse ou au maître et à lui dire, je suis désolée, ce n'était vraiment pas le moment. De toute façon, on ne fait rien de bon quand on est dans l'exaspération. Là aussi, hein, lorsque le cerveau se bloque et qu'il n'est pas motivé pour les apprentissages, il n'y a aucun apprentissage qui se fait. Donc, c'est inutile d'insister. Et à ce moment-là, vous pouvez demander de l'aide à l'enseignant. Je commence par ça pendant la conférence parce que c'est quelque chose que les parents ne font pas souvent. Et pourtant, si vous commencez votre mot par dire « on ne s'en sort pas, on a besoin d'aide, les devoirs, c'est la galère, tous les soirs, c'est la crise », vous allez voir que vous allez avoir un super héros d'enseignant qui va venir vous aider. Si le mot ne commence pas par « les devoirs sont interdits, je refuse de faire ce que vous demandez », vous allez pouvoir créer à ce moment-là une relation d'empathie et je suis sûre et certaine que l'enseignant de votre enfant va trouver avec vous des solutions pour peut-être alléger, pour peut-être vous donner des outils pour ses devoirs, pour peut-être les commencer en classe et surtout pour avoir plus de bienveillance sur le retour qui sera fait le lendemain. Donc, n'hésitez pas, ne forcez pas les choses, ça ne marche pas de toute façon. Hein. Je le répète, le cerveau qui se bloque parce qu'il est braqué ne va rien apprendre. On peut aussi accepter de reporter. Tout à l'heure, je vais vous parler des routines, et c'est important aussi, mais il y a des fois où ce n'est pas le moment. Parce que trop d'excitation pour votre enfant, qui a eu un goûter d'anniversaire dans l'après-midi, qui est allé faire du sport, qui revient surexcité, trop de sollicitations pour vous, avec peut-être le téléphone qui sonne, des problèmes personnels ou familiaux à gérer. Ce n'est pas le moment. À ce moment-là, on se donne un rendez-vous. Tu vois, là, c'est l'heure des devoirs, mais en fait, j'ai des choses à faire importantes qui vont faire que je ne suis pas attentive. Ou alors, ouh là là, tu m'as l'air bien énervée. Je te propose d'aller prendre ta douche en premier, ça va t'apaiser, te calmer. Et puis, on se donne rendez-vous. Alors, on reporte. On propose une autre activité, mais on évite les écrans. Hein. Ce n'est pas le moment ici ce soir de parler des écrans, mais je ne suis pas totalement contre les écrans, que ce soit les jeux comme d'autres écrans comme la télé.
Mais le problème des écrans ou des réseaux sociaux, c'est qu'on a du mal à s'en extraire. Donc là, on peut reporter la crise simplement au moment où on va lui demander de revenir. Peut-être que ce sera encore plus compliqué. Donc ça peut être, tu vas devoir jouer un petit peu, tu vas prendre une douche, tu vas lire, tu vas dessiner, tu vas faire ce que tu veux. Et on se donne rendez-vous dans un quart d'heure. Tu verras, ça ira mieux pour tous les deux. Et donc installer des routines, quand on le peut, c'est vrai que le cerveau se mobilise beaucoup plus facilement lorsqu'il obéit à une routine. Garder le même heure de début et de fin des devoirs. Par exemple, décider aussi que les devoirs, vous allez voir que ça marche beaucoup mieux le dimanche matin, si c'est comme ça, que le dimanche après-midi. Le cerveau ne s'est pas fait à l'idée que c'était le dimanche après-midi, il va lui falloir un peu plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les reporter de temps en temps. Mais ça veut dire que dans la majeure partie du temps, c'est intéressant d'avoir des routines. Et ce n'est pas juste des routines qui vont sécuriser. C'est des routines qui vont enclencher une motivation et un engagement actif du cerveau. Donc ça, c'était lâcher du lest, calibrer. Voilà. Alors là, vous avez des données scientifiques qui vous permettent de comprendre à quel moment il est opportun de proposer les devoirs. Et là, on a une excellente nouvelle. Regardez en vert, on va regarder 16h30 ou 19h, c'est le temps de vigilance maximum et il est pour nous. Tant pis pour la maîtresse qui est à 13h30, 15h en violet, vigilance minimale qui va devoir faire avec. Vous voyez que au final, c'est quand même durant la fin d'après-midi, et bon alors entre midi et deux, écoutez, c'est dommage, ça ne sert pas à grand-chose là, que les enfants sont, on va dire, dans le temps d'attention maximale. C'est-à-dire c'est là où ils sont le plus disponibles. Donc à vous d'utiliser ces temps-là. On a aussi 9h30, 11h pour le week-end, qui est parfait. N'hésitez pas soit à organiser des brunchs après 14h30 ou avant 11h30 pour pouvoir profiter de ces temps-là. C'est toujours intéressant de le savoir. C'est toujours intéressant aussi de savoir que de 15h à 16h30, il vaut mieux éviter et qu'on a vraiment des temps creux de 13h30 à 15h et de 8h30 à 9h30. Ce qui explique aussi pourquoi certains enfants ont du mal à travailler au tout début du lever. En fait, ces temps de vigilance correspondent à notre courbe de température corporelle. Et on est au mieux de notre courbe de température corporelle en fin de soirée et 2 heures après le réveil. Donc, dans un monde idéal, l'école commencerait à 10h si on se lève à 8h, à 9h si on se lève à 7h. Voilà. Donc ça, je vous dis, c'est lié vraiment à la courbe de température. On va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, à ce tableau-là, qui est quand même intéressant parce que, regardez, on vous parle d'un enfant de 7, 8, 9 ans et on vous dit que la durée maximale de ses capacités d'attention, c'est de 4 fois 15 minutes. Ça, c'est pour 7, 8, 9 ans. Donc, CP, CE1, CE2. À partir de 12 ans, on peut tabler sur 4 à 5 fois 45 minutes. Ce qui m'intéresse ici, vraiment, c'est le fois. Vous voyez, il n'y a pas marqué pour les 7, 8, 9 ans 1 heure. Pourtant, 4 fois 15 minutes, ça fait 1 heure. Il y a marqué 4 fois 15 minutes. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il faut installer des pauses. C'est 4 fois 15 minutes. Donc, je travaille 15 minutes, je m'arrête. Micro-pause. Ça ne veut pas dire de faire des pauses d'une demi-heure. Ça veut simplement dire on décroche. Et puis, on peut parler d'autre chose. On peut regarder plus loin, ne serait-ce que visuellement, le fait de transposer le regard vers le fond de la pièce est utile pour aussi reprendre ses esprits. On peut se lever, faire 2 tours de table. Vous pouvez utiliser n'importe quelle ressource que vous avez autour de vous, des petits jeux à la main, etc. Mais faites des pauses. Et c'est 4 fois 15 minutes, c'est pas 1 heure d'affilée. Pour les grands, c'est pareil, c'est 4 à 5 fois 45 minutes. Et ce n'est pas une matinée complète enfermée dans la chambre, parce que de toute façon, en fait, le cerveau va décrocher. C'est-à-dire que même si on reste enfermé dans sa chambre toute la matinée, on ne travaillera pas toute la matinée. Ça, c'est sûr. Regardez, par matinée, 2 heures maximum d'activité en CP. Et 2 heures, ce n'est pas 2 heures d'affilée. C'est 2 heures séparées en 15 minutes. Donc, vous voyez que pour l'enseignant, ce n'est pas évident. Un enseignant de CP doit savoir scinder ses activités en temps de vigilance également. Donc, 15 minutes par 15 minutes. Donc, changer d'activité très souvent. Et c'est 2h30 maximum pour les CE et les CM. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus énorme. Mais bon, eux, ils peuvent travailler 30 minutes d'affilée. Donc là, pour l'enseignant, on change moins d'activité. Voilà pour le calibrage, ce que j'ai appelé le calibrage. Venons-en à l'organisation. Alors,
on organise, donc on propose 1 heure de début et 1 heure de fin, et on s'y tient, même si ce n'est pas fini. On commence les devoirs à 17h, tu vois, on les finit à 18h. Pourquoi ne pas leur proposer de mettre un petit, des petits post-it tout fins qu'on marque pour les marque-pages, pour montrer la fin de l'heure des devoirs. C'est assez rassurant. On peut aussi utiliser des time timers que vous trouvez dans le commerce. Bref, vous utilisez ce que vous voulez, mais vous annoncez l'heure de début et de fin et vous vous y tenez. Ce n'est pas fini. Comme tout à l'heure, je vous le disais, on prend des rendez-vous, on met un petit avec l'enseignant, on met un petit mot dans le cahier, on explique qu'on a bien travaillé, mais qu'au bout d'1 heure, on n'avait pas terminé et que comme 1 heure, c'est le maximum qu'on puisse faire, eh bien tant pis. Voilà. Et je peux en témoigner puisque je travaille avec de nombreux enseignants. Si le mot est mis dans ce sens-là, en expliquant qu'il y a eu du travail de fait, mais qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, la réponse est souvent bienveillante. Alors, on va installer les conditions de travail optimales. Optimales, c'est au calme, mais pas seul. Donc, hormis pour les collégiens qui ont besoin, parce qu'ils ont un temps de travail justement un peu plus étendu, tant qu'on est en élémentaire, moi, je préconise de rester dans la cuisine. Je trouve que la cuisine, c'est le meilleur endroit parce que souvent, on y est avec un parent. On peut travailler au calme si le parent a pris soin de débrancher la télé, d'éviter de téléphoner tout en restant autour de la table, a pu débrancher la petite... Ah non, on peut pas. Débrancher la petite sœur, le petit frère, on peut pas, mais du moins, elle leur a demandé de ne pas faire trop de bruit. Mais il reste présent à côté. Présent pourquoi? Pour le fameux retour positif dont je vous parlais tout à l'heure. Le renforcement positif et le retour d'informations qui sont nécessaires, ça aussi je vous en parlerai tout à l'heure, ne peuvent se faire que si vous êtes dans les parages. Donc, l'enfant qui va vous réciter sa leçon, vous allez de suite lui dire si c'est bien, si c'est pas bien, lui expliquer comment faire mieux. L'enfant qui fait son exercice en train de faire la cuisine pour jeter un œil et voir déjà d'une s'il se met au travail, s'il est bien parti, s'il est mal parti, hop, on peut rectifier le tir et ça lui apporte un soutien aussi émotionnel par rapport aux devoirs qui sont un moment qui peut être un moment tendu pour lui, un moment redouté, on le disait. C'est aussi un moment de partage, c'est-à-dire qu'en étant avec lui pour les devoirs, vous avez un œil sur ce qu'il fait dans la journée et vous pouvez partager ensemble justement ces nouvelles connaissances et ces nouvelles compétences. Alors, je propose aussi d'utiliser le moins possible. Vous doutez bien pourquoi, hein, pour éviter que le lendemain, il soit en stress à l'idée d'avoir oublié la colle, l'équerre, la règle à la maison. On va prévoir en début d'année une boîte ou un tiroir à devoirs dans lequel on aura prévu de mettre tout ce qui est indispensable, alors en fonction, encore une fois, du niveau, mais crayon gris, ardoise, feutre à ardoise qui marche, quelque chose pour essuyer l'ardoise, un cahier de brouillon, une équerre, un compas, un rapporteur pour les plus grands, une gomme, etc., etc. Tout ce qui peut éviter aussi les stratégies d'évitement qui consistent à dire « Ah, attends, j'ai oublié cette feuille. » Et puis votre enfant s'en va et puis ne revient pas. Et vous êtes seul avec les devoirs. Et puis il faut aller le chercher. Et là commence déjà le conflit. Donc avec la boîte à devoirs ou le tiroir à devoirs, on s'évite ceci. Vous pouvez aussi mettre dans cette boîte ou ce tiroir tout ce qui peut être des outils d'aide, comme le dé d'orthographe dont on a parlé tout à l'heure, des tableaux de conversion ou des cartes mentales que vous trouvez sur dispositif ou ailleurs et que vous pouvez avoir à portée de main, encore une fois, pour éviter que l'enfant s'échappe et puis surtout pour que ce soit aussi, encore une fois, quelque chose de contenant et de rassurant. J'ai tout le matériel, c'est sécurisant, je peux y aller, je peux travailler correctement. On structure dans le temps, donc je vais aussi vous le décrire ça un petit peu plus tard. Pour préparer un contrôle d'histoire, on va prévoir un planning sur 1 semaine. Évidemment, pour les collégiens, on ne s'y prend pas la veille. Quand il y a 4 à 5 pages à apprendre, c'est pas possible de toute façon. Voilà, donc on verra comment on peut répartir les révisions dans le temps. Voilà pour ce qui concerne l'organisation temporelle et matérielle. Nous allons passer maintenant à comprendre et accompagner, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, je regardais en même temps ce que vous voyez à l'écran. Donc, un parent averti en vaut 2, ça c'est quelque chose dont je suis certaine. Si vous comprenez mieux comment ça se passe dans la tête de vos enfants et comment marchent les apprentissages en général, vous comprendrez mieux quelles sont les attentes de l'enseignant qui a donné les devoirs
et surtout comment mieux aider. Alors, les 4 piliers de l'apprentissage, vous en avez peut-être entendu parler, notamment par Stanislas Dehaene. Il s'agit de l'attention. Alors, l'attention, c'est le moment où l'enfant va choisir de focaliser son attention sur un élément des devoirs. Il va décider, au moment où il focalise son attention, d'inhiber toutes les autres sources qui peuvent le perturber. On en parlait tout à l'heure, ça peut être le petit frère qui joue dans le parc, ça peut être la musique en fond dans la chambre de la grande sœur, ça peut être plein d'autres choses comme bruit ambiant. À partir du moment où il focalise son attention, il inhibe le reste. C'est plus difficile, effectivement, pour les enfants qui souffrent de troubles de l'attention, hein, ça, parce que justement, c'est toute l'essence de leur trouble. Donc, pour eux, il faudra peut-être prévoir un endroit vraiment calme. Alors, l'idéal pour favoriser cette attention, c'est de laisser choisir l'enfant, de lui laisser choisir le devoir par lequel il veut commencer. Et si vous n'avez qu'un devoir à faire avec lui, peut-être lui proposer de choisir l'exercice par lequel il veut commencer. Vous voyez, essayez de lui donner un choix. Le fait de lui donner un choix va favoriser la motivation, qui donc va favoriser l'engagement actif, qui est le second pilier d'apprentissage. L'engagement actif, c'est quand j'ai envie de faire quelque chose, je m'engage dans la tâche et mon cerveau va s'ouvrir, va se rendre disponible pour ce moment-là. Alors, vous pouvez vous solliciter cet engagement actif en jouant avec lui sur l'intérêt qu'il a, à savoir ce qu'il ignore pour l'instant ou ce qu'il ne sait pas encore très très bien. On va prendre à une leçon, par exemple, le complément du nom. Il n'y a rien de plus inintéressant que le complément du nom. Et c'est difficile d'apprendre ça quand on rentre de l'école. Essayez de jouer avec lui sur le complément du nom. Comment ça, tu ne sais pas ce que c'est le complément du nom? Comment est-ce que tu as pu vivre jusqu'à aujourd'hui sans savoir ce qu'était le complément du nom? Je suis sûre que ton père ne sait pas ce que c'est le complément du nom. Tu vas apprendre la leçon et puis quand il va rentrer, on va voir. Tu lui poseras la question et on verra ensemble si lui s'en rappelle. S'il ne s'en rappelle pas, l'enfant se fera un plaisir à ce moment-là de pouvoir le lui rappeler et lui rappeler aussi qu'il est indispensable de savoir ce qu'est le complément du nom. Alors, toute plaisanterie mise à part, on peut aussi travailler sur vraiment l'intérêt du complément du nom en lui expliquant qu'il s'agit là pour l'enseignant, non pas d'un effet de sadisme et de lui proposer quelque chose de complètement inintéressant, mais plutôt de lui montrer que la langue française a plein d'outils pour faire de belles phrases longues, comme il peut trouver dans ses livres. Pourquoi pas prendre un livre, un album qu'il adore, et lui montrer où se trouvent tous les compléments du nom, et lui montrer que si on ne les avait pas mis, ben, le texte serait peut-être moins riche, moins intéressant. Voilà, ça c'est comment favoriser l'engagement actif. Le retour d'information, bien, écoutez, je vous en parle depuis tout à l'heure, en fait, de ce retour d'information. C'est le moment où vous allez dire à votre enfant, parce que vous êtes avec lui, qu'il n'est pas seul, ah, écoute, là, je vois que tu as commencé l'exercice, tu es mal parti, allez, viens, on arrête tout de suite, je te réexplique, tu reprends. Ou alors, il vous récite une leçon, et dès les premiers paragraphes, vous comprenez que c'est pas assez précis, que il n'y a pas le sens de construire derrière. Pareil. Ouh là là, tu sais quoi, je pense qu'on est allé trop vite. Allez, viens, on la reprend ensemble. Mais plus le retour d'information est rapide dans le temps, et plus le savoir sera consolidé et solide. Ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Et justement, le dernier pilier de l'apprentissage, c'est la consolidation. Et donc, ça passe par la répétition, ça passe par l'entraînement. Donc, aider à la mémorisation de tout ce qui s'est déjà fait en classe. Et en fait, les devoirs ont surtout vocation à consolider les apprentissages déjà amorcés en classe. Alors justement, je vais reprendre avec vous la mémorisation. Comment ça marche, la mémorisation? Ça commence par du débroussaillage. Alors, la maîtresse, si ça c'est pas pour vous, va commencer à apprendre quelque chose de nouveau en classe, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cerveau est comme un sentier plein de broussailles, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas grand-chose du nouveau sujet, et il va falloir, avec la maîtresse, faire preuve d'effort, de concentration, pour passer du temps à débroussailler ce fameux chemin pour qu'il devienne praticable. Et puis, à force de s'entraîner, d'y revenir, le sentier va se découvrir, on voit même le fond, ça devient un sentier beaucoup plus agréable. Et c'est là où vous intervenez, vous, avec les devoirs, vous travaillez à cet entretien de la mémoire, et vous travaillez à maintenir ce débroussaillage
assez correcte. Et si vous faites ça avec votre enfant, si l'enseignant le fait régulièrement en classe, à la fin vient le plaisir de se promener sur un chemin totalement débroussaillé, très facilement praticable et dans lequel on a plaisir à revenir. Et ça, c'est ce qui peut se passer le lendemain en classe, lorsque l'élève revient dans sa classe, qu'il a fait ses devoirs, qu'il a bien mémorisé les choses et qu'il prend du plaisir à réinvestir ce qu'il a vu la veille. Donc, la mémorisation, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi 3 temps. Les 3 temps, ce sont l'encodage, le stockage et la récupération. Alors, l'encodage, ça correspond à la phase débroussaillage, donc c'est surtout pour l'enseignant en classe, c'est-à-dire c'est le moment où on va donner une information ou un nouvel apprentissage dans la classe et on va essayer d'éveiller des stimuli visuels, auditifs, moteurs, olfactifs, pourquoi pas. Vous pouvez aussi le travailler lorsque, par exemple, votre enfant a une leçon, pour les grands notamment, par exemple, et vous lui demandez de bien regarder les titres, les sous-paragraphes, les couleurs qu'il a utilisées, etc. Là, vous essayez d'éveiller un stimuli visuel et qui va permettre l'encodage. Par la suite vient le stockage. Et là, c'est le moment où l'information va être mise en lien avec des connaissances antérieures pour la faire durer dans le temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour cette étape-là? Par exemple, les compléments du mot. On prend cette leçon. J'ai volontairement choisi quelque chose que je trouve très, très compliqué pour les enfants parce qu'ils ont du mal à percevoir, et pour les parents aussi, l'intérêt de telle leçon. Voilà. Trouver, expliquer, à dire à un enfant quel est l'intérêt pour lui d'apprendre ça, c'est pas évident. Donc, je vous donne des pistes là ce soir. Donc, le stockage, vous pouvez par exemple lui expliquer qu'il est capable d'apprendre maintenant la leçon sur le complément du nom parce qu'il a auparavant fait la leçon. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir lier les 2 informations et comprendre maintenant la leçon sur le complément du nom. Alors, la récupération, ça va être de tirer les fils pour se rappeler ce que l'on a déjà mémorisé. Et c'est là où vous allez jouer un rôle. C'est que vous allez faciliter cet accès à l'information dont l'enfant a besoin. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais sauver un peu le complément du nom, hein, parce que heureusement pour eux, ils n'ont pas que ça à apprendre. Un exemple avec les conversions de mesures. J'ai récemment accompagné ma fille, je vous donne un exemple vraiment personnel, sur les conversions de mesures. Et là, elle est partie avec son stylo pour transformer 3 heures et 22 minutes en secondes, puis 4 heures et 3 minutes également en secondes, 2 jours en heures, etc., etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites erreurs et des moments un peu angoissants pour elle où elle se rendait compte qu'elle ne maîtrisait pas tout. Je lui ai demandé de poser son stylo. Et là, on a travaillé à la récupération. Je lui ai dit, rappelle-moi ce que tu sais des relations entre les minutes et les heures, entre les heures et les secondes, entre les minutes et les secondes, entre les jours et les heures, par exemple. Là, elle m'a regardé avec des grands yeux parce que j'avais utilisé le mot relation. Relation qui ne veut absolument rien dire pour un enfant. J'ai changé de mot et je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais des heures? Ça vaut combien de minutes? Qu'est-ce que tu sais des minutes? Ça vaut combien de secondes? Et là, donc, elle a travaillé la récupération, c'est-à-dire qu'elle est allée chercher dans sa mémoire à long terme ce qu'elle avait déjà appris dans les autres classes sur le fait qu'une heure, c'était 60 minutes, une minute, 60 secondes, etc. Et ensuite, je l'ai laissé repartir avec maintenant ces informations qui étaient dans la mémoire à long terme, qui étaient passées dans la mémoire à court terme, c'est-à-dire dans le cortex préfrontal, et utilisables de suite pour son exercice. Et c'est allé beaucoup mieux. Voilà, donc vous pouvez travailler cette récupération en leur demandant de se poser et d'abord de vous dire ce qu'ils savent de la compétence qui leur est demandée. Donc, hop, excusez-moi, je reviens sur la mémorisation, voilà. Au final, on retient ce que l'on comprend, donc il est essentiel que l'on comprenne ce que l'on va apprendre et pourquoi on l'apprend, ce que l'on répète, donc là, ce que je vous disais, c'est le travail de la consolidation, ce que l'on consolide, encodage, stockage, consolidation. Catégorise, alors là, c'est je suis en train de faire la leçon sur les compléments du nom, je suis en grammaire, la grammaire qui va me servir à faire ensuite de la production d'écrit, on catégorise les apprentissages, ce que l'on rattache à une autre information,
Donc, on fait toujours le lien, on travaille la récupération avec ce que l'on savait déjà et ce que l'on utilise. Évidemment, c'est toujours mieux de réutiliser un apprentissage que l'on a déjà fait. Donc ça, cela vient clore mon petit retour sur, je dis petit parce qu'il y aurait énormément de choses à vous dire, sur la mémorisation. Les situations de double tâche, par exemple. Alors, elles sont fréquentes à l'école et on s'en rend pas forcément à la maison. Donc, une situation de double tâche, ça peut être par exemple un texte à lire et à comprendre. Si votre enfant souffre de troubles 10, lire et comprendre, c'est compliqué en même temps. Donc, si finalement ce que l'on recherche, c'est à savoir s'il a compris le texte, on va le lui donner à entendre, donc vous allez le lire tout simplement. Ou alors, vous avez des logiciels sur Internet qui vous permettent maintenant même Word le fait, hein, si vous transposez le texte sur l'ordinateur, de l'écouter pour ensuite uniquement travailler la compréhension. Dans le même esprit, écrire et comprendre, c'est compliqué aussi. Donc, on n'écrit pas une consigne en même temps qu'on cherche à la comprendre. Si on est, par exemple, dysorthographique, dysgraphique ou même dyslexique, c'est compliqué. Donc, on va écouter. On peut l'écrire dans un premier temps, la consigne. Puis ensuite, quelqu'un va nous la lire et on va chercher à la comprendre. Et enfin, je vous ai mis écrire et vérifier. En mettant cela, je pensais surtout aux dictées, quand on s'entraîne à la dictée. Il est compliqué aussi pour les enfants 10 d'écrire et de vérifier en même temps si les mots sont correctement orthographiés. Donc, on leur dit de faire les choses en 2 temps. Ça viendra, à force d'automatisation, ça viendra de savoir écrire et vérifier en même temps. Faire confiance dans la durée à ces enfants. Voilà, j'ai terminé toute la partie que j'appellerais un peu théorique, mais qui, à mon avis, était nécessaire pour que vous compreniez vraiment ce qui se joue lors des devoirs et que vous compreniez un peu mieux pourquoi je suis pour les devoirs, parce que ils sont dans cette suite, hein, dans ce fameux chemin que vous avez vu tout à l'heure, qui mène vers la mémorisation des compétences et des connaissances. Puis nous en venons à ce dont j'imagine qui vous a motivé à venir ce soir. Voilà, vous êtes à présent des super-héros. Vous remarquerez que le costume sied mieux à madame qu'à monsieur. N'y voyez rien du tout à part des dessins. Ou alors, voyez-y ce que vous voulez. Voilà, alors je commencerai par apprendre des leçons. Des techniques et des leçons. Alors, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Vous allez voir. J'espère que ça vous apportera des choses. Alors, on va d'abord essayer avec l'enfant de comprendre les attentes de l'enseignant. Alors, dites-lui, imagine que tu es la maîtresse, le maître, demain, professeur, que tu as donné à apprendre cette leçon et que tu veux vérifier que les élèves l'aient bien fait. Quelles questions tu leur poserais pour être certaine qu'ils ont bien appris leur leçon ou compris leur leçon? Donc là, on joue au maître ou à la maîtresse et en même temps, on provoque l'engagement actif dont je vous parlais tout à l'heure et donc l'attention. Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de tout ça? On commence toujours par ce que l'enfant sait déjà. Ça paraît évident, mais c'est pas souvent fait. Même moi, j'ai ce biais-là, hein, de leur dire apprends ta leçon, et puis ensuite on reviendra sur ce que tu ne sais pas, alors que non, en fait. Hein. Un enfant qui a des mots d'orthographe à apprendre, il a 15 mots d'orthographe à apprendre pour la dictée qui aura lieu le lendemain. On commence par lui demander d'épeler tous les mots de la liste. Tous ceux qui sont su, on les surligne, on lui montre, hein, on lui fait réaliser à quel point il a déjà des savoirs, et on va se focaliser uniquement sur ce qu'il ne sait pas. De la même façon, un enfant qui rentre à la maison, qui a bien écouté en classe la leçon d'histoire et qui est déjà capable de vous dire ce qu'a fait tel personnage historique ou à quelle date il l'a fait, on stabilote dans la leçon. Ça, c'est fait, on n'y revient pas. On va s'intéresser à ce que tu n'as pas encore mémorisé. Voilà, n'hésitez pas à perdre ce petit temps, mais qui est aussi très valorisant pour l'enfant, qui lui permet de comprendre que, en fait, il va juste faire le reste, c'est-à-dire il va juste essayer de combler peut-être des éléments de mémorisation. Planifier, alors je vous en parlais tout à l'heure, planifier pour ne pas se sentir submergé, ça sécurise. Quand vous avez des collégiens qui se retrouvent avec une évaluation d'histoire à avoir pour, par exemple, le mardi, en général, le professeur l'a donné quand même au moins une semaine à l'avance, voire 4-5 jours à l'avance, parce qu'il y a énormément à apprendre. Donc, on va planifier. Alors, un exemple de planification. Le premier jour où on sait qu'on va avoir la leçon à apprendre, on va apprendre le chapitre 1 et les définitions.
plutôt, je mettrai dans l'autre sens, définition et chapitre 1, puisqu'on commence par les définitions. Le lendemain, votre enfant va apprendre le chapitre 2 et après le chapitre 2, va vous réciter le chapitre 1 pour se le remettre en mémoire. Hein. Là, on travaille toujours à entretenir le fameux chemin de tout à l'heure. Le 3e jour, on va faire une pause parce qu'évidemment, il n'a pas d'histoire à faire, il a plein d'autres choses et qu'il est intéressant aussi de laisser reposer comme une pâte à crêpes le savoir pendant un temps. Le chapitre 3, ce sera pour le 4e jour. Dans le même esprit, on fait réciter le chapitre 3 et ensuite on demande un retour en récitation sur le chapitre 1 et chapitre 2. L'avant-dernier jour, chapitre 4. Alors, en espérant que là, je suis partie sur 4 chapitres, c'est à peu près la moyenne en général. Là, j'ai remarqué dans les leçons d'histoire du collège, mais il peut y en avoir plus ou moins. Ça, c'est à vous de voir ça avec votre enfant. Et puis, on revient sur tous les autres éléments, les cartes, les graphies, les schémas qui ont pu être proposés. Et le dernier, on va travailler la veille sur les révisions. Je te dis, tu me dis. Je te dis une date, tu me dis à quoi ça correspond. Je te dis un élément, un événement, tu me dis la date. Je te parle d'un personnage historique, tu me dis ce qu'il a eu comme rôle et ce qu'il a fait et en quoi il est intéressant d'en parler dans cette leçon d'histoire, etc., etc. Alors, les je te dis, tu me dis, vous en avez plein sur le site dispositif. N'hésitez pas à aller les chercher, notamment en histoire pour le collège, en géographie également, il me semble, à vérifier. Mais voilà, donc en histoire, c'est certain. Donc, n'hésitez pas à aller vous en servir. Ils sont déjà tout faits sur tout le programme du collège. Alors, ça, c'était pour apprendre une leçon. Alors, relire et restituer ce que l'on a compris. Alors là aussi, les études, elles sont claires. Hein. Relire, ça ne suffit pas à mémoriser. On peut relire 50 fois la même leçon, ça ne servira pas à la mémoriser. C'est-à-dire que le cerveau ne s'engage pas dans la tâche où je vais mémoriser, donc il ne se passe rien. Par contre, on peut relire la leçon pour restituer ce que l'on a compris, c'est-à-dire expliquer à voix haute ce que l'on a compris de ce que l'on vient de dire. Mais il faudra de toute façon l'apprendre. L'apprendre par cœur. J'y viens. J'y viens avec l'étape 5 qui est repérer les mots-clés. Surligner et lister les mots-clés. Alors là, je vais parler avec vous certainement aussi d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est un jeu de mots voulu. Je suis aussi, en plus d'être pour les devoirs, vous allez peut-être me détester à la fin de cette conférence, je suis aussi pour l'apprentissage par cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si je suis pour l'apprentissage par cœur, c'est parce que j'aide depuis des années les enfants souffrant de troubles 10 et d'autres. Et que je me suis rendu compte qu'en voulant leur faciliter la tâche, et bien des fois, je leur compliquais la tâche. Et récemment, j'ai une amie qui m'a parlé d'une expérience qu'elle a eue avec son fils et qui m'a donné envie de vous la faire partager également ce soir pour que vous compreniez mieux où je veux en venir. Elle a son petit garçon qui devait apprendre une leçon sur les zones rurales et les zones urbaines. Elle lui a volontairement demandé ce qu'il avait compris la leçon, elle a simplifié les mots avec lui et il était complètement capable le soir à table de lui raconter que dans les campagnes, il y a moins de monde, que dans les villes, il y a beaucoup de monde parce que c'est là où il y a le travail et qu'ils vivent pas forcément dans des maisons individuelles, mais qu'ils vivent plutôt dans des bâtiments. Bref, il avait compris ce qu'étaient les zones urbaines et les zones rurales. Papa-maman était complètement confiant dans le fait que son évaluation allait bien se passer le lendemain, et lui complètement confiant en lui aussi sur sa connaissance de ces notions-là. Sauf que le lendemain, tout le monde a été très déçu, car ce petit garçon a eu 9 sur 20 à son évaluation. Alors là, dans l'incompréhension, évidemment, mon amie a tenu à savoir ce qui n'avait pas été, et elle m'a montré la copie. La première question était: quelles sont les caractéristiques des zones rurales? La seconde question était: quelles sont les caractéristiques des zones urbaines? Les raisons qui ont fait qu'il n'a pratiquement rien répondu à ces questions-là, il m'a fait comprendre qu'il n'avait pas compris la consigne. Qu'est-ce qui avait pu le gêner dans cette consigne? Eh bien, ce qui l'avait gêné, c'était le vocabulaire. C'était les mots zone rurale et zone urbaine, alors que lui, la veille, parlait de campagne et de ville. C'était le mot caractéristique, qui est un mot que les enfants ne voient toute la journée à l'école, qu'ils vont voir toute la journée au collège, au lycée, qu'ils vont utiliser en études supérieures, mais qui finalement est peu utilisé dans notre jargon quotidien, mais dont on
qu'on a du mal à définir. Voilà, d'où l'intérêt, au final, que sa maman aurait eu à lui faire apprendre a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'il avait montré ce qu'il avait compris, les mots-clés de sa leçon. C'est important, en fait, que ces mots-clés passent par la boucle phonologique, c'est-à-dire que le fait que l'enfant prononce les mots caractéristiques, zone urbaine, zone rurale, passe donc par la bouche, donc le fait de les prononcer, passe ensuite par le conduit auditif, puisqu'il va les entendre, et ensuite donc va les mémoriser. C'est ce qu'on appelle la boucle phonologique, d'où l'intérêt de les faire réciter à l'oral. Je vais vous faire un petit exercice maintenant avec hop, une leçon de 4e qui concerne la nouvelle réaliste. Alors imaginez que votre enfant vous rapporte cette leçon à la maison. On va la lire ensemble. La nouvelle est un récit court. C'est un texte appartenant au genre réaliste. Les caractéristiques de la nouvelle réaliste sont une époque précise, des faits qui appartiennent à la réalité quotidienne et un dénouement qui est souvent brutal et soudain. Vous demandez à votre enfant de surligner les mots clés. D'après vous, quels vont être les mots clés surlignés dans cette leçon? Laissez un petit temps pour réfléchir et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, à mon avis, quels vont être les mots qui vont être surlignés. Court, réaliste, époque précise, réalité quotidienne, soudain et brutal. En fait, ici, l'enfant a capturé les mots qui lui semblent caractéristiques de la nouvelle réaliste et qu'il n'avait pas forcément encore avant de commencer cette leçon. Et il a tout à fait raison. Sauf que pas que, en fait. Il manque des mots qui vont lui servir à pouvoir restituer à l'écrit le lendemain cette leçon et montrer qu'il l'a apprise. Je vais me faire un peu plus clair. Le langage oral, quand on récite quelque chose à quelqu'un ou quand on raconte quelque chose à quelqu'un, est très différent du langage écrit qui va vous servir lors d'une évaluation, par exemple, à pouvoir montrer que vous avez compris la leçon. Il va falloir des mots précis. Et ces mots précis-là, c'est cela. Le mot récit, le mot genre, le mot caractéristique, le mot fait et le mot dénouement. Si la nouvelle réaliste, j'ai compris, tu sais, c'est un texte qui est court, ça parle de quelque chose qui se passe dans un moment bien précis, ça parle des choses qu'on fait tous les jours, et à la fin, on s'y attendait pas, et puis ça arrive de nous. L'enfant qui vous dit ça a tout à fait compris ce qu'était une nouvelle réaliste. Mais malheureusement, on est dans un contrat didactique à l'école. Et le lendemain, ce qui va lui être demandé, c'est peut-être de donner la définition d'une nouvelle réaliste. Et là, il ne pourra pas écrire. C'est un texte qui est plutôt court, ça parle d'un moment. Vous voyez, il va manquer de mots pour dire les choses, de mots de l'écrit. Et ces mots de l'écrit, c'est ça, c'est le récit, le genre, les caractéristiques, les faits. Le plus important, que vous exigiez lors des citations, que l'enfant vous ressorte les mots précis, les mots de l'école, pour ensuite pouvoir les écrire. Évidemment, ça vous lui expliquer. Non, je ne suis pas en train de titiller. Non, je ne cherche pas à t'énerver en te demandant de vous dire le mot exact. Je suis juste en train d'essayer de t'aider pour que demain, lorsque tu vas écrire la leçon, pour montrer que tu l'as apprise, tu aies les bons mots qui te viennent facilement. Voilà, je vous ai expliqué mon avis sur justement un élément de débat qui serait intéressant d'aborder. Semer des petits cailloux avec le je te dis, tu me dis. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez tout à fait trouver sur dispositif plein d'exercices qui vous permettent de travailler cela. On commence toujours par les définitions. Ça aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça sous-entend qu'on commence par apprendre les éléments qui vont nous permettre de comprendre ce que l'on va apprendre par la suite. Évidemment, là, c'était dans le schéma de tout à l'heure. Je mémorise ce que je comprends. On va visualiser, ça aussi c'est très intéressant de le faire. On ferme les yeux et on se rappelle le cahier, le titre, les titres qu'on apprend très rarement,
en rouge, et on essaie de se rappeler ce qu'il y avait à l'intérieur, s'il y avait un schéma, s'il y avait des guides. Le fait de visualiser, de fermer les yeux, ça permet de revoir sa leçon et de créer les fameux simuli visuels qui vont provoquer l'encodage, et donc après le stockage et la récupération. S'enregistrer pour se réécouter. Alors ça, il y a de nombreux étudiants en médecine notamment qui le font et c'est très intéressant. Par contre, on s'enregistre après avoir appris. Parce que sinon, ça revient à lire, ce que je vous disais tout à l'heure. Lire ou écouter pour mémoriser, ce n'est pas suffisant. Donc, on apprend par cœur. Ensuite, très facilement avec le téléphone, on s'enregistre et on se réécoute plus tard. Le fait, encore une fois, de s'entendre, surtout soi-même, passe par la boucle phonologique et va permettre de mémoriser la leçon. Et dans un dernier temps, on peut proposer, pourquoi pas, de réaliser des cartes mentales. Alors, je dis pourquoi pas, parce que je veux être très, très, très prudente avec les cartes mentales. Une carte mentale n'est utile que si elle est faite par l'enfant. Si c'est vous qui imposez votre façon de penser, puisque ce n'est plus ni moins que ça, hein, une carte mentale, c'est un schéma que l'on a, nous, dans la tête. Ces leçons que vous pouvez trouver avec des cartes mentales déjà faites ne sont intéressantes que si l'enfant est capable lui-même de la reproduire et qu'elle lui est utile. Voilà pour les leçons. Je vais refaire maintenant une petite aparté sur les mots d'orthographe, notamment, donc, vous savez, les mots à apprendre. Alors là, je vais me servir d'une carte mentale qui est aussi déposée sur le site des dispositifs. Donc, vous pouvez la relire à souhait. Je vais vous donner la procédure pour apprendre les mots, une proposition, hein, évidemment, de procédure pour apprendre les mots d'orthographe. Alors, je vous l'ai dit dans un premier temps, on fait épeler tous les mots de la dictée, donc à l'oral, pour vérifier ceux qui sont sûrs de ceux qui ne sont pas sûrs. Une fois qu'on a fait ça, on s'intéresse à ceux qui posent encore des difficultés et on va les regarder justement, ces difficultés. Donc là, on prend l'ardoise, on écrit le mot en script sur l'ardoise et on identifie avec l'enfant les potentielles difficultés, c'est-à-dire deux lettres doubles, une graphie complexe, par exemple le N de maintenant à IN, c'est pas évident, et on surligne toutes ces difficultés. Une fois qu'on a fait ça, on va recopier le mot, on peut le regarder en l'épelant, c'est-à-dire qu'on épelle lettre à lettre pendant qu'on recopie, on peut faire semblant de l'écrire en l'air, faire semblant d'écrire sur la table, on travaille l'encodage, le stimuli, ça va être le stimuli moteur, le stimuli visuel, le stimuli auditif. Et puis après, on va essayer d'épeler le mot à l'endroit en le regardant, à l'endroit sans le regarder, et puis à l'envers en le regardant et à l'envers sans le regarder. Alors là, c'est compliqué d'épeler un mot à l'envers sans le regarder, mais c'est une formidable évaluation pour vous. Si votre enfant est capable de vous épeler un mot à l'envers sans le regarder, c'est qu'il est passé dans sa mémoire, pour l'instant à court terme, qui passera dans la mémoire à long terme plus tard, parce qu'il est capable de le visualiser, c'est-à-dire qu'il est derrière ses paupières, qu'il le voit et qu'il peut dire pour maintenant, je vois une T à la fin, N, etc. Et l'exercice est tellement compliqué qu'évidemment, l'écrire à l'endroit est bien plus simple. On peut lui permettre de décorer, d'illustrer le mot. Alors là, mon avis est le même que pour les cartes mentales. On utilise cette technique que si ça apporte quelque chose à l'enfant et qu'on n'y passe pas trop de temps. Hein. L'idée, c'est quand même de ne pas passer des heures là-dessus. Voilà. Le reconnaître, il y a peut-être une base que l'enfant sait déjà écrire. Je vous parlais de maintenant tout à l'heure. Ça peut être un mot effrayant pour certains enfants. Ouh là là, il y a beaucoup de choses à retenir là. ANT, AIN, ce sont N là qu'on peut écrire de 3 façons différentes. Mais regarde, dedans il y a main. Main, tu te rappelles, on l'a déjà appris. Donc en fait, tu n'as qu'à retenir la fin du mot. Vous voyez, vous le rassurez sur déjà encore une fois sur ses propres savoirs. Voilà, vous avez des jeux formidables aussi, comme le jeu du dé, ou le jeu, comme le jeu de loi qui est proposé. Alors ça, je vous ai mis le lien en bas. C'est un jeu qui s'appelle, pour travailler la mémorisation orthographique. Et c'est sur, je l'ai trouvé donc sur un site d'orthophonistes qui sont Rémi Sagnier et Sophie Jacques. Je crois que c'est Sophie, je ne suis pas certaine. En tout cas, c'est monsieur ou madame Jacques. Et ça permet de travailler les mots tout en s'amusant. Donc, soit vous choisissez ici le
c'est bon, on passe à un autre mot, on lance 3 fois le dé sur le plateau de jeu pour chaque mot également à acquis. Donc, quelles sont les consignes de dé? Total de lettres, le fait d'épeler à l'endroit, le nombre de voyelles, épeler une lettre sur deux, etc. Vous voyez que ce sont des choses qui se font en faisant appel à la mémorisation. Voilà pour les mémoriser l'orthographe. Les maths maintenant. Hop. Alors, en mathématiques, je vais commencer par parler des tables. Alors, également sur le dispositif, vous avez énormément de ressources pour travailler la mémorisation. Moi, je vais juste vous dire qu'il n'y a rien de pire que d'apprendre les tables assis justement à une table lors des devoirs. Les tables, c'est debout, en mouvement, à d'autres moments que lors des devoirs justement. C'est voiture quand on revient de l'école, c'est sur le chemin aussi en rentrant, si on a la chance de pouvoir rentrer à pied, c'est pendant qu'on fait les courses, c'est pendant qu'on prend la douche. Et on va travailler ça sous forme de jeu en variant les questions. On ne va pas toujours dire 4 fois 7, ça fait, etc. On peut tout à fait demander qu'est-ce qui fait 28 dans la table de 4? Qu'est-ce qui fait 28 dans la table de 7? Qu'est-ce qui fait 18 dans toutes les tables que tu as appris? Là, vous allez travailler la maniabilité du cerveau, c'est-à-dire le fait qu'il soit disponible selon toutes les questions. Là aussi, on rassure pour le lendemain en classe. Les consignes peuvent être différentes et pourtant, je comprends quand même ce que l'on attend de moi. Pour réussir les exercices, par exemple, qui relèvent de la compréhension de problèmes, c'est souvent particulier, on va expliquer aussi à l'enfant ce qui va être évalué. Tu sais, là, c'est un problème. Donc, finalement, ce qui intéresse la maîtresse, c'est comment tu vas raisonner, comment tu vas comprendre le problème, quel calcul tu vas choisir de faire, et pas vraiment, en fait, si tu vas faire des fautes ou pas dans la rédaction de la réponse. Donc, on le déculpabilise par rapport à ça, et on peut même en parler aussi avec l'enseignante. Nous, on a mis le paquet sur le raisonnement. Désolé s'il y a un peu des fois dans la phrase réponse. On va l'aider à favoriser les représentations mentales. Quand on demande à un enfant parfois de faire un schéma pour résoudre un problème, il se met à dessiner des tout petits détails. Apprenez-lui, aidez l'enseignant à lui faire comprendre que faire un schéma, c'est faire quelque chose de très simple. Autoriser les supports et la manipulation, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On peut très bien avoir des tableaux de conversion qui vont aider l'enfant. On peut avoir plein d'autres choses qui peuvent aider l'enfant. Par exemple, une calculatrice, si on est en résolution de problème, inutile de passer 2 heures sur la technique opératoire de la multiplication. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat et le raisonnement. Et j'ai marqué aussi d'être attentif au lexique en mathématiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le lexique en mathématiques, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça peut être une source d'erreur pour les enfants. Je m'explique. Si vous demandez à un enfant de placer un point sur une droite, par exemple, ça peut être une consigne qui est donnée en mathématiques, vous vous rendrez compte qu'en fait, placer un point, ça équivaut en fait à faire une croix. Et ça apparaît simple pour nous, mais en fait, c'est pas évident pour les enfants. N'hésitez pas à reprendre avec eux. C'est vrai qu'en fait, ce que tu dois faire, c'est une croix. Mais bon, on appelle ça un point en géométrie. Ou alors votre enfant qui va vous dire, ah ben là, j'ai tracé un trait. Soyez précis avec lui. Tu as tracé un trait, tiens, en géométrie, on ne parle pas de trait pourtant. On parle de droite, on parle de segment. Tu as tracé une droite ou tu as tracé un segment? Explique-moi comment tu sais que c'est une droite ou un segment. Là, vous travaillez tous les éléments de récupération avec lui. De la même façon, un nombre décimal, ce n'est pas un nombre à virgule, c'est un nombre décimal. Alors, Super Papa se propose de fractionner les consignes en étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, quand la maîtresse, quand vous pouvez aider votre enfant, par exemple en conjugaison, vous avez cette consigne-là. Transposer le texte au passé composé. Donc, ça sous-entend qu'il a un texte et que ce texte est tout présent et qu'on va lui demander de le transformer, alors ça peut être à l'oral, au passé composé. Et bien, là-dedans, il y a énormément d'étapes que vous pouvez fractionner avec lui. Oula, dis-moi, il y a beaucoup de choses à faire là. Tu sais ce qu'on va faire? On va commencer par repérer tous les verbes conjugués dans ton texte. Allez, vas-y, prends ton surligneur, on y va. Vous repérez avec lui tous les verbes. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, il va falloir aussi qu'on repère tous les sujets. Hop, notre couleur de surligneur dans la boîte à devoirs. On surligne tous les sujets. Ok, c'est bon, on a ça. Tu sais ce qu'on va pouvoir faire maintenant? On va essayer de se rappeler, travailler la récupération, quelles sont les terminaisons et comment se forme le passé composé. Tu sais, il s'appelle le passé composé, tu te rappelles, il y a 2 morceaux. Et oui, il y a le verbe, il y a l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, et ensuite il y a le participe passé. Ok, tu te rappelles de ça? Allez, c'est parti. Maintenant, on reprend nos verbes et sujets soulignés
et on va les transformer au passé composé. Et là, vous l'avez bien aidé, vous avez fractionné ses consignes, vous lui avez fait réaliser ce que lui-même sera capable de faire par la suite. Donc, c'est ce que fait Super Maman. Lorsqu'elle corrige, elle explique comment elle fait, elle, pour réussir. C'est-à-dire qu'elle découpe les étapes de ce qu'elle a fait. Et ça, c'est essentiel également pour aider votre enfant à comprendre. Un dernier exemple, nous avons bientôt terminé, pour la conjugaison. Alors, ce n'est pas un exemple, c'est carrément un outil que je trouve génial et que je voulais partager avec vous. Quand vous avez votre enfant qui a à apprendre, par exemple, tous les verbes à l'imparfait, ou certains verbes particuliers à l'imparfait, et que vous voulez vérifier si c'est bon avec lui, le rassurer dans sa compétence, c'est bon, c'est OK, tu le connais. Vous avez sur Internet ce qui s'appelle des générateurs d'exercices qui sont géniaux. Je partage avec vous, c'est un lien actif. Donc, hop, le lien en question. Je regarde. Si vous pouvez, hop là, pardon, le visualiser également, hein, surtout que je ne vous garde pas en route. Voilà. Donc, vous voyez ici en haut, vous pouvez choisir les verbes qui vous intéressent. Vous avez les verbes du premier groupe, du second groupe, les verbes particuliers. Donc, allez, hop, on va en prendre quelques-uns, juste pour vous montrer. Vous choisissez ensuite le temps. Hop, par exemple, l'imparfait, ce qui vous intéresse. On va choisir les personnes auxquelles on va le conjuguer. Alors, on va toutes les mettre. Et le nombre d'exercices que vous allez proposer à votre enfant. Je vais en mettre une vingtaine. Voilà. On génère, hop, la proposition. Et voilà. Vous avez ensuite donc une feuille où on vous demande de conjuguer à l'imparfait le verbe parler avec le pronom il. Et merveilleux, on a les corrections. Donc, si on n'a pas le temps de corriger, il peut s'auto-corriger en allant voir si il a bien répondu. Voilà, je trouve ces générateurs vraiment très, très utiles pour permettre à votre enfant de savoir où il en est. Je reviens maintenant avec vous. Hop là, voilà, à notre conférence. Et je vous annonce que j'en ai terminé, que j'ai fini de vous culpabiliser sur ces devoirs, que j'espère surtout de ne pas vous avoir culpabilisé. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux que vous compreniez surtout à la fin de cette conférence, c'est que les devoirs, c'est aussi parce que l'école est soucieuse de favoriser l'implication des parents. On nous demande, en tant qu'enseignants, de créer des conditions pour que les parents s'impliquent aussi dans la scolarité des enfants. Mais il est nécessaire pour cela que les parents aient les moyens de réussir leur intervention et qu'ils aient justement ces éléments de compréhension que j'ai essayé de vous donner ce soir. Mais gardez quand même en tête que c'est à l'école qu'on apprend avant tout et que de toute façon, tout cela sera revu en classe. Voilà, donc j'espère que cela vous a apporté quelques éléments de réponse. Je vais laisser Stéphanie reprendre la parole et peut-être que vous avez quelques questions. Alors, merci beaucoup, Marilyn, pour cet exposé très précis. Alors, il y a quelques questions, donc je vais te les poser rapidement. Alors, je vais reprendre du début. Je n'ai pas voulu te couper pendant la conférence. Alors, il y a, lorsque tu as évoqué les mots d'excuse auprès des professeurs lorsque les devoirs étaient assez conflictuels à la maison, donc il y a une maman qui dit que c'est moins évident au collège, que les professeurs, n'acceptent pas les mots d'excuse concernant les devoirs. Alors, cette maman a tout à fait raison, d'autant plus qu'en général, au collège, on a droit à la sacro-sainte réunion de professeurs en début d'année qui, chacun leur tour, vont passer et vous dire qu'il est éminemment important que l'enfant apprenne toutes les leçons tous les soirs. Et en général, on sort de là motivé en se disant, c'est sûr et certain que tous les soirs, on va voir toutes les leçons. Sauf que dans une journée un peu complète, vous avez une leçon d'espagnol, une leçon d'anglais, une leçon d'histoire, une leçon de latin, une leçon de français, et que dans la vraie vie, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être malheureux, enfin, plus malvenu que dans l'élémentaire où la maîtresse va prendre du temps pour comprendre ses élèves, va prendre du temps parce qu'elle a ce temps aussi, hein, quand on pas les professeurs
de collège ou de lycée. Mais je pense qu'il est quand même nécessaire que vous reveniez avec le professeur principal notamment sur les difficultés que vous pouvez avoir avec les devoirs et pour travailler avec lui sur non pas enlever les devoirs, mais sur comment faciliter pour votre enfant ce moment des devoirs. Expliquez-lui que bon, peut-être il souffre de troubles des apprentissages, peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'il a du mal à s'y mettre, peut-être que vous rentrez très tard le soir et qu'il a peut-être besoin d'éléments d'autonomie, que vous puissiez les aider. Mais je le redis et j'en suis certaine, si vous commencez votre demande par une demande d'aide, c'est de l'aide que vous allez recevoir. Si vous commencez votre demande par des remontrances par rapport au devoir, vous risquez là de recevoir une fin de non-recevoir. Voilà, donc toujours passer par une demande d'aide. On ne s'en sort pas, on a besoin de vous. Et en général, le retour est bon quand même. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marilyn. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire les devoirs tous les jours, un peu ou un peu plus d'un coup? C'est-à-dire laisser quelques jours de repos? Alors, moi, je vais vous dire tous les jours si on s'en tient à ce que nous proposent justement les récentes conclusions scientifiques, puisque justement, on vous montre que la routine, en fait, va mobiliser le cerveau. Et qu'il se passe quelque chose qui s'appelle le réflexe épistémophilique. Alors, c'est un mot un peu compliqué, mais pour dire qu'en fait, c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire que quand vous commencez à avoir des routines d'apprentissage, le cerveau va les réclamer. Et que si on casse cette routine, ben, on va se dérégler un petit peu comme avec cette histoire d'heure là qu'on vient de passer, l'heure d'hiver, l'heure d'été. C'est compliqué, on dérègle tout et c'est difficile de s'y remettre. Donc, il vaut mieux un petit peu tous les jours, je pense. Question suivante. Alors, comment peut-on organiser les devoirs lorsque l'on a plusieurs enfants, avec des besoins très différents et que l'on est seul? Ah ben, écoutez, je trouve ça très compliqué aussi, ça ne va pas vous rassurer. Parce que, bon, alors là, c'est sûr il faut être très, très organisé, mais en général, les mamans le sont. Il faut, je pense, un temps pour chacun. En général, c'est rare quand même d'avoir les trois au collège ou les trois au lycée ou voilà, les trois dans la même, dans le même niveau. Moi, ce que je conseille, c'est que bon, les collégiens, les lycéens, on commence par eux, on voit avec eux quelles vont être dans l'ordre les matières qu'ils vont devoir avoir à faire. Et puis, on va rester avec l'enfant qui est en élémentaire, parce que comme je vous l'ai dit, et oui, les papas sont organisés. Oui, 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 les Il ne faut papas pas sont les oublier, les organisés. papas, hein. Non, 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 mais je leur ai fait un super costume quand même, du coup, à ces papas. Donc, voilà, donc pardon, du coup, j'ai été perdue dans mon fil de pensée. On reste avec l'enfant, l'enfant qui est en élémentaire dans la cuisine, en lui dire, écoute, je vais m'occuper de toi, mais d'abord, je vais commencer par les grands et on va faire ensemble le planning de ce qu'ils ont à faire et leur dire, tu peux revenir à tel moment pour me réciter ta leçon ou tu peux revenir à tel moment pour me dire que tu n'as pas compris. Si je suis occupée avec ton petit frère, ta petite sœur, va prendre ta douche, va faire ci, lui dire ce qu'il peut faire, un peu comme en classe quand les enfants ont fini en avance, leur donner des tâches en autonomie pour qu'ils patientent. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et on a parfois l'impression d'être des pieuvres, à répondre à droite, à gauche et à mal faire les choses. Donc, je peux vraiment comprendre ce sentiment-là. J'ai pas, on va dire, de trucs infaillibles, mais c'est comme ça que moi je m'en sors. En général, je commence par le grand, je lui dis ce qu'il a à faire, et la petite, pendant ce temps, attend. Et il part ensuite travailler tout seul et il revient au moment où je le lui demande et pas en plein milieu de mon explication à la petite. Très bien. Alors, la question suivante. Est-ce que les temps de concentration concernent les enfants 10? Car pour mon fils, je n'ai pas l'impression que ce soit autant. Alors, ça va concerner les enfants 10, sauf ceux qui ont des troubles de l'attention, en fait. Ceux qui ont des troubles de l'attention, ils vont avoir du mal à focaliser leur attention et donc évidemment, leur temps d'engagement actif dans la tâche est moindre. Mais pas parce qu'ils n'ont pas la même capacité de travail, mais tout simplement parce ils vont avoir du mal à inhiber les informations autour d'eux et il va falloir les récupérer souvent. Lui dire, oh, tu reviens avec moi, allez, viens là. Voilà. Mais à cela, on va leur permettre par exemple de se mettre debout pour faire le travail. On va leur permettre de bouger un peu plus que les autres. Mais le temps de travail, c'est-à-dire le temps pour traiter l'information, est le même que pour les autres. C'est juste qu'ils vont avoir tendance à s'échapper, un petit peu comme des oiseaux. Alors là, il y a une maman qui faisait référence au temps de début et de fin. Donc, Oui, OK pour un temps de début et de fin, mais comment faire quand on passe une bonne partie du temps au départ à gérer les conflits et les émotions de l'enfant? elle compte pas. Ça compte pas cette partie-là. Je vois aussi hein, là, qu'il y a des mamans qui me disent un Oui, enfant qui crise dès qui qu'il y a des crise. devoirs à faire. Ben, c'est qu'il va falloir réhabiliter ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va falloir du temps pour
faire comprendre à l'enfant que ça peut bien se passer. Heu, C'est-à-dire que on peut pas compter tout ce moment où il va y avoir le refus: «Non, je veux pas m'y mettre. Non, j'ai pas envie». Il faut peut-être s'interroger aussi sur le pourquoi et donc l'enfant n'a pas envie. Est-ce que c'est parce qu'il était en train de faire autre chose? Comme je vous disais tout à l'heure, il était parti sur ses jeux, ou il était parti sur son téléphone, ou il était parti, même sur une activité à l'extérieur qui lui plaisait plus? Comment faire pour, lui donner envie de faire les choses? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça vient aussi des routines. C'est-à-dire que si c'est très cadré, si c'est tous les soirs 18h-19h et qu'il sait qu'il a jusqu'à 18h, c'est déjà plus simple de le faire venir sans qu'il y ait forcément une crise. Et ensuite, le fait de lui dire qu'il y a une fin, en fait, heu, c'est aussi quelque chose qui va lui permettre de pouvoir, être rassuré. Je vais commencer, mais même si j'y arrive pas, même si j'en peux plus, il y aura une fin. Voilà, même qu'on ait fini ou qu'on n'ait pas fini. On peut aussi, faire des petits jeux avec lui de: «Allez viens, on va s'entraîner, tu sais, on va faire les étirements et cetera avant les devoirs». Essayer de la pâter, en fait, hein. Mais ça va se faire dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a qu'une fois qu'on aura mis en place plein de rituels positifs qu'il va avoir envie de revenir. Mais je vous disais quand même éviter, tout ce qui est réseaux sociaux ou écran parce que là, c'est difficile d'aller les chercher tout simplement, de les arracher à ça. Hein, il se crée une addiction, alors ça aussi, ça serait intéressant d'en parler, mais un enfant qui est qui est dans cette motivation du jeu, va avoir beaucoup plus de mal à s'extraire. Merci Marilyn. Alors si l'enfant choisit la matière, il va au devoir le plus facile et après on galère longtemps sur ce qui est difficile. Pas forcément, parce que s'il part du plus facile, ça veut dire qu'il va être en réussite normalement. Et si vous en faites tout un pataquès de cette réussite, si vous êtes vraiment oh là là, formidable, tu as vu, tu es bien parti, allez, c'est parti, vu tout ce que tu as mis comme effort là-dedans et comme tu es en réussite, je suis sûre que la suite va être facile. On va utiliser cette énergie positive en fait pour glisser sur le reste. Voilà. Donc, je suis pas forcément d'accord. Alors, il faut faire des pauses, évidemment. S'il a choisi un devoir et que ça fait 15 minutes ou que ça fait 30 minutes pour les grands, on s'arrête, on lui dit: «Allez hop, on se donne rendez-vous dans 15 minutes pour la suite et tu vas voir que ça va marcher aussi» et ça marchera parce que maintenant vous savez plein de choses et je suis sûre que vous allez réussir à organiser, les devoirs pour que ce soit faisable. Alors il y a Pascal qui nous parle d'exercices de brain gym, donc ça Ah oui, calme beaucoup les enfants. oui, 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 tout à fait. Alors, en codage, avez-vous d'autres exemples de stimuli olfactifs ou auditifs? Alors, très sincèrement, olfactif, pas forcément, non. Olfactif, c'est, parce qu'il y a des enfants qui vont, tout simplement, se rappeler de l'odeur de la craie parce qu'ils sont devant au moment où la maîtresse écrit les mots, mais j'ai pas d'exemple olfactif précis. En revanche, auditif, je vous le disais, le fait d'épeler les mots à l'oral fait passer donc par la boucle phonologique, ils sont prononcés à l'oral, ils reviennent par l'oreille et ça, c'est des stimuli auditifs. Voilà, donc après, on peut aussi s'amuser à jouer avec des mots. Par exemple, je vous parlais des mots avec le son «r». Vous pouvez tout à fait essayer de refaire les provençaux justement avec votre enfant en exagérant les choses. Allez, viens, on fait l'accent marseillais. Donc, vous allez bien insister sur les «n» pour lui rappeler que ce «n», c'est le «n» AIN, celui qu'on fait avec l'accent provençal, etc. Vous pouvez mettre des petites choses comme ça, des petites techniques. Enfin, ça marche avec ceux qui ne sont pas en Provence, évidemment. Question Je- suivante. Alors, bonjour, que conseillez-vous pour un enfant qui est en surcharge cognitive après la journée de l'école, à la journée à l'école? Eh beh, de faire des pauses, hein. C'est-à-dire, on commence pas par les devoirs dès qu'il rentre. On va le laisser, justement décharger tout ça, en jouant. Alors en jouant soit à l'extérieur, soit à des jeux, dans sa chambre, Playmobil ou toute autre chose. Mais encore une fois, surtout pas venir encore accentuer la surcharge avec d'autres choses comme les écrans. J'en parle beaucoup parce que la tension autour des devoirs, a été proportionnelle, en fait, avec la propension qu'avaient les enfants à avoir des jeux, des écrans, parce que c'est difficile, difficile, difficile de sortir de là. Donc n'hésitez pas à leur proposer d'autres choses, avoir même faire les devoirs à 2, inviter un copain pour faire les devoirs à 2, ça sous-entend qu'ils vont dans le jardin, qu'ils vont jouer un petit peu, dans la chambre, jouer un petit peu et qui reviennent avec vous ensuite pour s'expliquer un petit peu les difficultés. Ça marche, hein, de faire les devoirs à 2. Ça peut être intéressant. Puis vous, ça vous fait un jour de répit si vous trouvez une maman qui veut bien les prendre tous les 2 le lendemain. Voilà, donc ça travaille ce qui s'appelle la métacognition, c'est-à-dire le fait d'expliquer à l'autre comment faire et donc si je sais expliquer à l'autre, c'est que moi-même j'ai compris. Très bien. Alors là, concernant l'apprentissage de l'orthographe, Sophie pense que ces techniques sont difficilement réalisables pour les dyslexiques qui n'automatisent pas du tout la construction du mot.
Alors, je ne sais pas de quelle technique parle Sophie, mais justement, Je pense que les c'était d'épeler le mot, de l'épeler à l'endroit, à l'envers. oui, mais justement, en fait, c'est un site qui, enfin, ces outils-là ont été trouvés sur un site créé par des orthophonistes, puisque eux-mêmes le disent, ils ont du mal à convoquer la mémoire orthographique visuelle. Donc, c'est pour justement sortir du, uniquement de l'auditif, uniquement de la phonologique, donc de la prononciation, et travailler le visuel aussi. Vous ne pouvez, mais en tant qu'adulte, essayer, c'est très difficile d'épeler un mot à l'envers. On ne peut le faire que si on l'a réellement mémorisé. Et pour ça, on passe par tous les petits jeux qui sont, donc, comme je vous ai montré sur le dé, ou qui sont sur le comment ça s'appelle, sur le plateau de jeu. Je l'ai testé avec des 10, ça marche quand même pas mal. Alors, ça dépend évidemment s'il a 20 mots à apprendre, il y a une saturation, une surcharge à un moment donné, donc il vaut mieux scinder le nombre de mots à apprendre. Alors à ce propos, il y a Aline qui redemandait le lien pour le jeu de dés. Ah ben, il est sur le Voilà, diaporama le qui sera diaporama disponible. sera voilà, sur le site de l'association. Il sera disponible pour les adhérents sur le site de l'association, Ouais. ainsi que le replay de la conférence. Alors, question suivante, Marilyn. Alors, est-ce que le fait de recopier les leçons sert-il à la mémorisation? Si on recopie la leçon après l'avoir apprise, oui. Le fait de la recopier simplement, donc surtout pas si on a un trouble 10, puisqu'on va être en surcharge cognitive, et donc du coup, ça ne permettra pas la mémorisation. En revanche, le fait de l'apprendre et d'ensuite prendre une feuille pour la recopier, pour voir si on s'en rappelle, ça, c'est très, très bénéfique. Voilà. Je fais une aparté, parce que je vois qu'il y a j'ai vu en diagonale en même temps, une maman qui expliquait que sa fille lisait, arrivait à lire ses livres en chantant et que ça l'aidait. J'en ai pas parlé, mais le fait de chanter, c'est aussi une très très bonne méthode pour apprendre. D'ailleurs, vous avez l'exemple, souvent les enfants retiennent bien les poésies et ne retiennent pas les leçons. Depuis récemment, on le sait aussi, donc les études le montrent, que le fait de chanter va permettre d'appuyer sur les voyelles, et que le fait d'appuyer sur les voyelles, de faire durer les voyelles dans le temps, va permettre également la mémorisation. Les orthophonistes l'utilisent depuis 4 ou 5 ans pour les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et qui ont du mal à se rappeler de leur adresse, du nom de plusieurs personnes dans leur famille. Ils vont travailler comme ça en leur faisant apprendre des chansons. Et le fait d'apprendre des chansons, ils vont pouvoir les mémoriser plus facilement. Donc, c'est aussi utile, si votre enfant l'accepte, parce que les ados, ils ont plus de mal, d'apprendre en chantant. Alors, je regarde aussi Eh le oui, fil de discussion. Si vous avez des questions, posez-les dans les questions-réponses, ce sera plus gérable. Alors, les cartes mentales marchent bien avec mon fils depuis le CM2 pour mémoriser un cours. Donc là, ce n'était pas une question, hein, donc c'est une maman qui affirme que voilà, que les cartes mentales aident bien, en effet, et elles sont plus efficaces quand elles sont faites aussi, avec l'enfant. les cartes mentales. Les cartes mentales, oui. Oui, tout à fait. Il faut vraiment discuter avec lui, c'est-à-dire savoir si, oui ou non, ça lui est d'une grande aide. Moi, je sais que j'ai des élèves qui m'ont dit ça me perturbe. Le fait que en arborescence, la pensée en arborescence n'est pas donnée à tous. Donc, pour certains, c'est plus compliqué qu'autre chose. Donc, vraiment, travailler avec lui sur est-ce que c'est un outil ou pas. Voilà, parce que c'est facile aussi pour un adulte ou pour une personne accompagnante de faire une carte mentale parce que lui a le savoir. C'est-à-dire que lorsque nous, on s'est accaparé de ce savoir qu'il est passé en mémoire à long terme, on peut le manipuler et se dire, ah ben tiens, je vais l'organiser et mettre ça là, mettre ça ici. Mais on n'est pas en train d'acquérir le savoir, on l'a déjà lorsqu'on fait ça. Donc, quelque part, la carte mentale, ça peut être des fois une évaluation plus qu'un outil. Voilà, il faut bien le travailler avec eux. Ça peut être un outil, mais il faut vraiment le travailler avec l'enfant. Alors, ayant un enfant en CE2 dyslexique dysorthographique, si je fais la méthode proposée pour la dictée, pour 15 mots, cela va prendre un temps très important. Par tranche de 15 minutes, il faudra en faire plusieurs et il y a aussi d'autres devoirs et notre vie à côté. Faut-il faire réduire le nombre de mots à apprendre? Est-ce beaucoup 15 par semaine pour un enfant de 10 en CE2? Donc là encore, je pense qu'il ne faut pas hésiter, hein, Marilyn, à demander à l'enseignant qu'il aménage le nombre de mots. Ça peut être Oui, réduit, en alors effet. évidemment, mais est-ce que dans les 15, il n'en connaît pas déjà beaucoup? Parce que souvent, quand même, dans les mots donnés en dictée, il y a quand même déjà pas mal de mots qui sont connus de l'enfant. Et, et méfiez-vous, parce que le fait de leur demander de les écrire
de suite, de s'entraîner à les écrire pour voir s'ils les connaissent. Comme ce sont des mots demandés à la dictée, ça crée un certain stress qui fait que parfois, des mots qu'ils connaissaient vont mal les écrire parce que ça devient des mots évalués. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, commencez toujours par les lui demander de les épeler à l'oral parce que c'est plus compliqué de faire des erreurs quand on épelle à l'oral un mot qu'on a déjà en mémoire. Et je pense que sur 15, déjà, il n'en restera qu'une dizaine à travailler. Et que si sur ces 10, vous utilisez les jeux dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça ira peut-être beaucoup plus vite parce que ça sera peut-être un peu plus attrayant. Et puis, comme donc, on le disait, si vraiment c'est pas possible, si on y passe du trop de temps, on peut demander de réduire. De réduire évidemment le nombre de mots à apprendre. Alors là, ce n'est pas une question, mais donc Alexandrie, ressources bien faites, je conseille d'adhérer, aide bien les enfants 10. Merci Alexandrie. Donc ça, c'est une maman qui profite des fiches pédagogiques proposées par l'association. Donc en effet, ça aide beaucoup les enfants 10. Merci pour le témoignage. Alors, une autre question, avez-vous des aides pour l'anglais, pour enfants dyslexiques et atteintes de surdité? Alors, sincèrement, c'est la surdité qui m'ennuie ici parce Ouais. que je pense que je suis pas assez spécialisée pour vous donner des aides dans ce domaine-là. Je vois qu'il y avait aussi une question d'Axel qui parlait des astuces pour les devoirs en langue, en anglais et en espagnol. J'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est vrai, parce que je ne pouvais pas vous parler de tout, mais tout ce qui est faire des fiches dans les langues, notamment, c'est très important. Donc, on commence par faire des fiches et ces fiches, il faut les catégoriser. Tout ce qui relève du vocabulaire, donc on écrit au stylo le mot dans la langue, en espagnol ou en anglais, et à droite, on écrit au crayon gris la traduction. Hein, ça, c'est pour l'interprétation. Ensuite, on a une autre fiche qui va donc là parler des verbes, sur laquelle on va écrire les verbes à l'infinitif. Donc ensuite, pareil, au crayon gris, on écrit leur définition. Et une autre fiche sur tout ce qui est les expressions, c'est-à-dire soit les questions, donc c'est les morceaux de phrases déjà construits avec, par exemple, pour l'anglais, verbe plus ing, etc. Donc voilà, ça c'est important d'avoir des petites fiches comme ça pour qu'on se construit au fur et à mesure et qu'on remplit. L'idéal, c'est le format, vous savez, les Bristol, là, qu'on met dans un petit classeur et qu'on peut reprendre parce que c'est vrai qu'en anglais, en fait, on doit y revenir souvent en anglais, en espagnol, dans toutes les autres langues. Là, j'ai rien trouvé de mieux que les fiches, moi, hein, dans les langues. Très bien. Alors, Charlotte qui a des jumeaux et qui demande si on a un avis pour les devoirs, concernant les devoirs pour Oui. des jumeaux, Ce que des je enfants disais du tout à même l'heure âge. pour à la maison, c'est génial en fait d'avoir des jumeaux parce que ils peuvent s'expliquer les choses l'un à l'autre. C'est-à-dire que même si auparavant c'est vous qui leur avez expliqué parce qu'ils avaient des difficultés, ensuite l'un vraiment essayer d'alterner évidemment pour pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus, mais peut lui dire quelles sont les étapes qu'il a eues, comme je vous disais tout à l'heure pour la conjugaison, quand on transpose un texte d'un temps à un autre. Tiens, tu sais comment j'ai fait moi alors, si par exemple, il lui dit, j'ai passé les mots au passé composé, dites-lui, ah oui, mais tu ne lui expliques pas comment tu as fait là. Tu lui dis ce que tu as fait. Donne-moi plus de détails. Comment tu as fait pour réussir? Et là, vous travaillez la métacognition. Donc, vous faites travailler à la fois celui qui va expliquer et celui qui reçoit l'information. Et vous pouvez alterner justement ce jeu de rôle. Et du coup, vous faites travailler vos deux petits cerveaux en même temps. Tout à Je trouve que fait. c'est plutôt sympathique. Alors Fanny, qui a un enfant dyslexique dysorthographique, il est difficile pour lui d'écrire longtemps pendant les devoirs. Ouais, il faut écrire à sa place. Comment Marilyn? Il faut écrire à sa place. Voilà. Tout simplement. Les devoirs, ce sont des devoirs non écrits normalement, hein, qui sont permis. Alors après, au collège, on peut demander des devoirs écrits, mais si c'est vraiment compliqué pour cet enfant d'écrire, n'hésitez pas à mettre un mot pour dire que si la compétence ne relève pas de l'écriture en elle-même, c'est-à-dire de l'orthographe, vous pouvez tout à fait écrire à sa place. Ça, c'est Donc, quelque chose qui relève du bon sens et il faut discuter avec les enseignants qui ont aussi du bon sens. alors Émilie Hervé, merci beaucoup. C'était super intéressant. Donc, ce n'est pas une question, mais je tenais à le dire. Alors, est-ce que je peux lui écrire les devoirs? Donc, oui. Hein, c'est ce Oui. que vient de dire Marilyn. Quels étaient les 3 mots donnés en début de conférence? Je n'ai retenu que bienveillance. C'est déjà pas mal. C'est ça. C'est patience, mais ça, la patience, au final, on finit par l'avoir lorsqu'on comprend mieux les choses, et surtout le renforcement positif. Voilà, le renforcement positif parce que c'est ce qui va créer l'effet Pygmalion, que je vous ai décrit par la suite, et qui va éviter l'effet Golem, aussi décrit par la suite.
Ensuite, que pensez-vous de la méthode multimalin pour la conjugaison et l'orthographe? Super méthode. Encore une fois, comme tous les outils, très très bonne méthode pour l'enfant qui rentre dedans. Voilà. Et ils sont nombreux à rentrer dans cette méthode et à l'apprécier. Ça marche pas pour tous, mais ça marche quand même pour la majorité des enfants, hein, je trouve aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors, comment faire pour aider les enfants dyscalculiques à apprendre les tables de multiplication? Alors, on n'insiste pas trop, tout simplement. Les enfants dyscalculiques ne manipulent pas les nombres, enfin, en tout cas, leur cerveau ne manipule pas les nombres de la même façon que les autres enfants. Donc, si c'est vraiment trop, trop compliqué, ces tables de multiplication, mais pendant un temps, on les garde sous la main, hein, dans la boîte à devoirs, mais on les garde aussi à l'école dans le cahier de maths. Et là encore, ça relève d'un PAP, d'un projet d'accompagnement personnalisé au collège ou à l'école, qui va dire que l'enfant est dyscalculique, que la mémorisation des tables, c'est un calvaire, et que parfois, on n'a peut-être pas besoin de les retenir pour faire pour manipuler les fractions, pour factoriser quand on est plus grand. On a simplement besoin de les avoir sous la main. Donc, n'insistez pas trop non plus, ça viendra dans le temps ou pas. Et puis, si ça ne vient pas, on aura toujours le téléphone sous la main pour faire les calculs. Pas grave, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Alors, une question sur l'autonomie. Alors, comment favoriser l'autonomie d'un enfant multidis? Mais il va falloir l'aider à planifier. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir à ce moment-là une feuille. Alors, une feuille avec lundi, mardi, mercredi, enfin bon, les jours de la semaine, et puis des tranches horaires auxquelles vous avez décidé avec lui de faire les devoirs, et qu'il rentre à l'écrit le nom des matières qu'il va devoir travailler, pour pouvoir s'organiser dans la semaine, notamment quand il y a des évaluations qui arrivent. Et ça favorise, ça leur apprend également l'autonomie par la suite pour les plus grandes classes. Donc, il faut vraiment avoir cet outil qu'on peut aussi mettre dans la boîte à devoirs, une série de feuilles par semaine, comme un semainier, comme un agenda, mais juste pour se répartir ce qu'on va faire quand on va le faire. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur le fait que Pronote, effectivement, enfin Pronote ou tout autre Oui, voilà, logiciel c'est de ça. collège, effectivement, ils ont les devoirs à l'avance et ils commencent par faire certaines choses. Là aussi, avoir ce planning, voilà, ça peut leur permettre de se rendre compte que, tiens, l'évaluation, elle est pour jeudi, on est mercredi de la semaine d'avant, j'ai encore du temps pour le faire, mais il va falloir que je m'y prenne en plusieurs étapes, donc je prévois ces étapes, des petits morceaux. Voilà. Et avec plusieurs cases. Donc, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on révise le chapitre 1 de la leçon d'histoire, mais après, on fait les exercices de maths qui sont pour le lendemain, évidemment. Voilà. Mais on révise que le chapitre 1. Ensuite, et pour les enfants qui ont une mémoire à court terme défaillante, comment faut-il procéder? Mais c'est là où vous allez tenir lieu de mémoire à court terme. C'est-à-dire que vous allez travailler avec eux la récupération, alors en mémoire à long terme, évidemment, mais quand ils ont besoin, les enfants qui ont une mémoire à court terme n'arrivent pas à garder les informations en tête. Par exemple, ils lisent un problème et ils ont oublié les données du problème. Soyez à leur côté pour leur redonner les fameuses données. Vous êtes là, vous allez servir de mémoire à court terme. Mais il y a, de la même façon que ce sont des enfants qui sont souvent accompagnés par une AESH ou qui relèvent d'une aide particulière en classe, on ne peut pas leur demander de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Si quelqu'un a établi, si un spécialiste a établi qu'ils avaient une mémoire à court terme défaillante, on sert de mémoire à court terme. Ou on écrit sur une feuille ou une ardoise à côté les choses pour qu'ils puissent y revenir. Alors, est-ce que l'on peut utiliser de temps en temps des sites ludiques en ligne où les écrans sont proscrits? Alors non, je voulais surtout pas en arriver à les écrans sont proscrits. Ce que j'appelle les écrans, c'est tout ce qui va accaparer l'enfant et faire qu'il ne va plus pouvoir se rendre disponible pour les devoirs. Mais évidemment que tous les exercices en ligne sont loin d'être proscrits, sont même prescrits à l'opposé. Tout ce qui va être des jeux comme des petits jeux de learning apps que vous trouvez en ligne qui sont rapidement faits, en plus que vous pouvez faire sur le téléphone parce qu'au niveau visuel, c'est facile aussi, viennent justement automatiser les compétences, ils sont tout à fait intéressants pour justement vérifier si les exercices ont été, si les leçons ont été comprises. Alors, donc ça, c'est répondu. Alors, est-ce que c'est judicieux que les grands-parents fassent les devoirs à notre place? De plus, avec la cousine qui est dans une autre école, au même niveau, mais avec des devoirs différents? Ou préférable que ce soit toujours les parents? Ah non, 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 aucun intérêt que ce soit toujours les parents. C'est génial avec les grands-parents s'ils ont envie de le faire. D'autant qu'ils sont peut-être des fois plus disponibles que vous, parce que ils n'ont pas tout ce stress des choses qu'on a à faire quand on rentre de la maison. Par contre, ce que je vous conseillerais, c'est peut-être de quand même
demandez à votre enfant, peut-être dans la voiture sur le retour, ce qui a été fait, comment ça a été fait, et pour garder ce moment de partage dont je vous parlais tout à l'heure. C'est aussi un moment de partage, les devoirs, de se tenir au courant de ce qui est fait à l'école par l'intermédiaire des devoirs et par l'intermédiaire des grands-parents. Et je trouve ça super, moi, les grands-parents qui font faire les devoirs. Tout à fait. Alors, que pensez-vous de l'arrêt de notation pour les 10 proposé par les professeurs lorsque la limite des compétences est atteinte au collège dans une matière, exemple maths pour les dyscalculiques? Les professeurs proposent de ne plus noter pour ne pas décourager, mais les enfants tiennent à leurs notes et ne veulent pas être traités différemment. Quelle solution du coup? Alors, je suis d'accord avec ce que nous dit Nathalie. Moi, j'ai beaucoup de mes élèves 10 qui regrettent de ne pas avoir de notes, qui s'y retrouvent pas trop là, dans cette histoire de acquis, non acquis, en cours d'acquisition, ou vert, jaune, orange, des feux rouges, ces trucs-là. C'est vrai que c'est parfois un peu frustrant pour eux, tout simplement parce que des fois, ils font énormément d'efforts et que quand vous avez une note qui, par exemple, c'était une note qui plafonnait à 12, je dis n'importe quoi, en dictée, par exemple, on plafonne à 12 ou on plafonne à 8, et que vous avez en note, parce que vous avez fait un effort, un 9 ou un 13 pour celui qui avait toujours 12, mais du coup, ça ne se voit pas quand c'est sur ce système d'acquis en cours d'acquisition. Alors que eux, ils ont fourni un effort supplémentaire, donc c'est intéressant pour eux de le voir. Donc, quelle peut être la solution? Je ne suis pas là pour révolutionner les décisions prises par les principaux des collèges ou des lycées concernés, mais je dirais que moi, je passe pour la notation positive. C'est-à-dire que, par exemple, dans une dictée, on va noter le nombre de mots correctement orthographiés, à l'inverse du nombre de mots qui n'ont pas été bien orthographiés. Ça peut être intéressant aussi. C'est une proposition, mais je ne peux vraiment pas tout révolutionner moi toute seule. Alors, est-il intéressant de faire des fiches, justement pour des enfants TDA, de faire des fiches pour apprendre les leçons d'histoire? Alors, ça dépend qui fait les fiches. Si c'est vous, pas forcément, non, parce que, en fait, elles sont, enfin, comment dire, si c'est vous qui faites la fiche, vous la faites après avoir digéré la leçon, ce qui sous-entend que la leçon, vous l'avez comprise et que vous pouvez faire la fiche. Donc, vous donnez quelque chose de digéré à votre enfant. À ce moment-là, plutôt que vous embêter à les faire, il y en a plein de disponibles sur le dispositif. Vous pouvez tout à fait les trouver. Les leçons d'histoire, elles y sont. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais elles y sont avec cette focale qui était pour nous de travailler la récupération avec les je te dis, tu me dis, avec des textes à trous, etc., qui vont obliger à utiliser ce que je vous disais, les mots précis aussi tout à l'heure. Voilà, donc faire des fiches, si votre enfant a envie de faire des fiches, oui, s'il aime écrire. Si c'est vous qui les faites, pas forcément. Non. Je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, quel est votre conseil pour les livres à lire à la maison pendant les vacances, notamment les gros volumes? Pour les dyslexiques, proposez-vous une version audio ou en faites-vous la lecture? Ou laissez-vous l'enfant seul avec cette lecture? Bon, déjà, il faut voir si l'enfant aime lire. S'il n'aime pas lire, ben, il lit pas, c'est pas grave. On peut devenir un adulte tout à fait accompli sans lire. Donc, on ne force pas les choses. En revanche, s'il aime lire ou s'il aime les histoires, moi, je suis pour la lecture offerte. C'est déjà un moment privilégié avec votre enfant. Si vous arrivez à vous octroyer un temps avec votre enfant pour lui lire des livres, même des gros volumes, c'est un temps vraiment privilégié où il va entendre justement un certain vocabulaire qu'il pourra ensuite réemployer et qui lui sera utile à l'école. Mais c'est surtout un moment à vous deux, qui est formidable. Encore une fois, expérience personnelle. Mon enfant adore lire, il lit beaucoup, mais pour autant, on a des moments où c'est moi qui lui lis. Alors que c'est un grand, c'est moi qui lui lis des morceaux de romans et où il se place juste à côté de moi et qu'il écoute. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment génial en fait de pouvoir se garder ce petit temps encore avec eux avant qu'ils nous échappent et qu'ils s'en aillent loin. Alors là, c'est un petit conseil d'une maman. Donc, ma fille est dyslexique et dysorthographique en CM2 et j'ai noté qu'il était plus facile pour elle, pour retenir l'orthographe, de les taper sur ordinateur. Nous utilisons une police adaptée pour les 10. Donc Bien là, sûr. ça revient, lorsque l'enfant tape sur l'ordinateur, ça revient à épeler le mot. Il est obligé d'épeler le mot pour taper les bonnes lettres. Donc, c'est ce que Mhm. disait Marilyn lors de la conférence. Donc, on épelle toujours le mot avant de l'écrire. Oui, tout à fait. Alors, question suivante. Pour les multi-10, ça me semble très compliqué. Alors là, on ne va pas pouvoir y répondre parce que c'est une question qui a dû… Et surtout, qu'est-ce qui semble compliqué? c'est ça, c'est ça. Donc, on n'a pas… elle a dû poser la question à un moment donné, à un moment où tu parlais de quelque chose, mais là, Eh oui. on va avoir du mal à répondre. Alors, mon fils est dysgraphique, c'est compliqué pour lui d'écrire. Vous avez proposé de réécrire les leçons. Avez-vous une autre suggestion? De réécrire. Ah ben, vous avez s'il peut travailler sur l'ordinateur, vous savez, je vous disais avec Word, la dictée vocale, qui marche très très bien maintenant. Alors, qui ne marchait pas très bien auparavant, mais qui marche très bien maintenant.
Donc, s'il veut dicter sur Word ses réponses, c'est tout à fait possible maintenant, et de façon très, très simple. Vous avez en fait dans la barre de Word en haut le petit micro, le dictaphone, et il marche vraiment bien, il ne marque pas n'importe quoi. Alors, ma fille est en troisième, elle va passer le DNB. Il y aura beaucoup de choses à revoir avant l'épreuve. Que conseillez-vous pour les révisions? Les annales. Il faut faire les annales. Alors, si c'est trop compliqué, les annales à l'écrit, parce que ça va demander beaucoup, beaucoup de concentration et d'écriture, vous les faites à l'oral avec eux, mais il faut reprendre des sujets pour les familiariser avec les consignes qui vont être données au brevet, surtout, et éviter cette panique. Au-delà du sentiment de je ne vais pas y arriver parce que je ne sais pas faire, il y a aussi le je ne vais pas y arriver, je ne vais pas comprendre ce qu'on me demande. Donc déjà, si vous les aidez à comprendre toutes les consignes possibles qui peuvent leur tomber dessus, ça les aide. Parce qu'il faut se rappeler que les sujets du brevet sont nationaux et que du coup, ce n'est pas forcément le sujet qui a été fait par le prof de français qui jusqu'à maintenant a fait attention à moi. Voilà, donc travailler avec des annales. Vous trouvez des annales un peu partout. Vous avez aussi des exemples de sujets sur le site 10, donc n'hésitez pas à travailler comme ça régulièrement. Mais effectivement, ça demande un travail sur le long terme, le brevet. Et faites-leur confiance aussi, ils oublient. Quand une fois que c'est bien passé en mémoire à long terme, ils le gardent en mémoire quand même. Alors, une maman qui demande ce que l'on pense de la sophrologie. Alors, je ne sais pas si tu peux répondre, mais c'est quand même quelque chose de très... Jamais utilisé, jamais testé, mais tout à fait pour. tout ce genre de propositions de bien-être, ça relève encore une fois de ce qu'on disait tout à l'heure, le renforcement positif, la bienveillance. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la personne en lui proposant quelque chose comme la sophrologie ou toute autre chose. Et c'est déjà un pas vers le bien-être, la recherche du bien-être. Donc, je peux que dire que c'est certainement formidable. Mais je ne l'ai pas testé. Alors, il y a des questions qui sont revenues 2 fois. Alors, comment mener l'enfant dyslexique qui dicte son texte au collège pour une rédaction, par exemple, vers un langage plus élaboré, lorsqu'il sera Ah, à ça, c'est l'écrit? intéressant. Ouais, c'est intéressant. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, la différence entre le langage parlé et le langage écrit. Déjà, le lui faire verbaliser, c'est-à-dire que quand il dicte sa rédaction, ensuite lui demander de la relire et de lui demander s'il verrait cela dans un livre, en fait, s'il lisait un livre, est-ce qu'il trouverait ça agréable comme lecture? Ensuite, lui expliquer justement qu'il connaît beaucoup de choses, notamment, on en parlait tout à l'heure, en grammaire, les compléments du nom, les adjectifs, les épithètes qui peuvent venir agrémenter un texte. Donc, lui demander de rajouter des adjectifs, des compléments du nom, des épithètes, etc. Et de changer peut-être quelques mots qui relèvent du langage plutôt familier pour les transformer en langage. Tout ça, ça se travaille, c'est des éléments de réécriture qui se travaillent, qui peuvent se travailler à l'oral avec lui aussi, mais surtout lui faire prendre conscience, lui demander d'être tout à fait objectif. Quand tu me lis ça, est-ce que tu penses que tu pourrais le trouver dans un livre? Voilà, est-ce que c'est le langage écrit? Alors, Marilyn, est-ce que tu peux réexpliquer le terme anal, parce que la maman ne connaît pas ce terme-là? Que sont les annales? Alors, les annales, ce sont des regroupements en fait, de tous les sujets qui ont pu tomber, par exemple, au brevet en 2020, qui ont pu tomber au brevet en 2019. Alors, vous pouvez aller loin comme ça, en fait. Et il y a plein de sujets de français, des sujets en histoire géo, des sujets en mathématiques. Et ça permet de faire quand même l'état des lieux de toutes les consignes possibles, en fait, qui peuvent être proposées. Donc, ça, vous en trouvez dans le commerce n'importe où. Ça s'appelle ANAL, donc A2NALES, ANAL du brevet. Voilà, ANAL du DNB ou ANAL du bac, vous en avez pour tous les examens que vos enfants auront à passer. Alors, sur le logiciel Word, où trouve-t-on l'outil de dictée? Alors, je pense que Alors, ça je vais dépend de la essayer, version, hein, non? oui, ben, si vous Le voulez, je vais Word. essayer de partager avec vous, je vais essayer d'en ouvrir un, moi. Attendez. Il faut que je sorte de là. Je vais essayer d'ouvrir un document Word pour que vous puissiez le voir vous-même. Alors, excusez-moi, mais du coup, ça prend un petit peu de temps, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que de montrer. Voilà. Donc, je vais partager avec vous la page que je viens d'ouvrir. Voilà. Est-ce que vous la voyez là? Alors, il y a quelqu'un qui nous parle de la dictée vocale de Google qui fonctionne très bien aussi. Je ne connais pas.
Tu m'entends? Oui. Oui, d'accord. Est-ce que tu vois la page Word? Alors, je suis sur les questions, donc oui. D'accord. Alors, regardez. Vous voyez, si vous voyez la page Word, vous voyez aussi mon bandeau en haut. Et ici, il y a dictée, là où je mets ma souris. Donc, je vais faire un essai. Donc, dictée. Bonsoir, je suis avec vous ce soir pour parler des devoirs. J'espère que vous avez appris quelques techniques qui pourront vous faciliter la vie. Vous voyez quand même que c'est... Voilà. Vous voyez quand même que c'est assez fidèle à ce que je viens de dire, hein, donc, et c'est tout à fait rapide. Voilà. Donc, pour ceux qui ont la même version que moi, c'est Office, moi c'est le pack Office, famille, vous l'avez ici. Voilà. Je crois qu'on l'a aussi dans révision, dans lecture à voix haute. Alors ça, c'est pour les textes. Vous voyez, là, regardez, je surligne ce que je viens de dire. Je vais dans lecture à voix haute, en haut. Donc, on n'entend pas Marilyn, mais Oui, et ça me on lit le texte. imagine très bien ce que Voilà, ça donne avec le voilà, curseur. voilà, tout à fait, ça marche très bien. Donc ça, c'est intéressant quand il y a des textes longs, justement à lire. Ouais, Ça peut tout être à très fait. intéressant pour les enfants de 10. Et puis pour l'enfant tout à l'heure dont on parlait, là, qui écrit sur son ordinateur et qui veut savoir si c'est du langage écrit, enfin, pour un peu enrichir ses textes, le fait de demander justement la lecture à voix haute permet aussi de se rendre compte de ce que ça donne une fois que c'est lu. Alors, que pensez-vous de mettre un fond musical, musique douce, pendant les Oui, devoirs? il paraît que ça permet justement de favoriser l'engagement. Donc, alors plutôt que pas de musique classique, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément à écouter dans la musique classique, mais plutôt des musiques d'ambiance. Vous savez, la même chose que ce que vous avez quand vous allez vous faire masser, par exemple. Mmh. Toutes ces musiques un peu zen, là, avec des bruits d'eau, etc. Alors, on évite les bruits de grenouilles qui vont avec, parce que ça peut être distrayant. Alors, est-ce possible pour un dyslexique dysorthographique d'apprendre plusieurs langues? Français, allemand, anglais? Alors, ça dépend de la dyslexie. Là, il faudrait plus si c'est une dyslexie, soit phonologique, soit des difficultés d'adressage au niveau de l'orthographe, il faudrait que ce soit plus précis. C'est difficile. De toute façon, les langues, c'est difficile pour les enfants, surtout dans la façon dont c'est appris en France. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup par l'écrit quand même. Donc, je dirais que s'il n'a pas le choix, ben, il va falloir trouver justement des aides pour qu'il le fasse. Mais multiplier le nombre de langues à apprendre pour un 10, c'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Alors là, il y a une maman qui dit que lorsque les consignes sont mal comprises, est-ce que c'est intéressant de reprendre les évaluations à la maison pour expliquer les consignes et voir comment les comprendre? Donc, Ah, excuse-moi, j'ai pas. alors en fait, c'est reprendre les évaluations à la maison lorsque les consignes sont mal comprises Ah oui, pour c'est tout à fait expliquer bien. justement les Ouais, consignes et voir complètement comment les intéressant, oui. comprendre. Tout à fait, c'est Oui, très oui, c'est même intéressant. plus intéressant à la limite de faire ça que de travailler sur la résolution même de l'exercice. Mmh. Alors, comment faire mémoriser une enfant qui n'a pas de mémoire de travail au lycée? Alors, la mémoire de travail ou la mémoire La à long mémoire de terme? travail. Euh, Alors, c'est pas pareil parce qu'en fait, quand vous allez travailler une leçon en histoire, vous ne travaillez pas avec la mémoire de travail, hein, vous travaillez avec la mémoire à long terme. Parce que la mémoire de travail, c'est uniquement la mémoire qui va servir à réutiliser les données à l'instant même pour pouvoir travailler avec. Donc, je pense que pour une enfant, on parle plutôt d'engagement à long terme au lycée, hein, de mémoire à long terme. Donc là, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, travailler avec ce que je te dis, tu me dis. Parce qu'en général, la mémoire marche pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'on est capable de retenir les choses. Ce qu'on est difficilement capable quand on est 10, c'est d'aller récupérer les informations qu'on a mises en mémoire. Donc, il va falloir travailler tous ces éléments de récupération avec les jeux voilà, de visualisation, par exemple, du cahier, s'il y avait un titre, tu te rappelles ce qu'il y avait dessous, des éléments voilà, de langage qui vont revenir. Si je te dis tel mot, si je te dis telle date, comment tu retiens. Il faut travailler la récupération. C'est pas tant la mémoire, en fait, hein, qui est compliqué. C'est surtout comment rechercher l'information que j'ai retenue. Alors, on arrive sur les dernières questions. Que suggérez-vous quand une leçon n'arrive pas à être mémorisée au bout de 2 à 3 séances de révision pour arriver à lui faire apprendre? Ça dépend de la leçon, en fait. L'intérêt qu'a la leçon à être apprise ou comprise.
Est-ce qu'elle va servir justement d'autres compétences qu'on travaillait tout à l'heure, le stockage, c'est-à-dire la mise en relation de plusieurs informations. Si c'est une leçon complètement décrochée qui n'est pas forcément très, très utile, on laisse tomber, c'est pas grave, on apprendra plus tard. Les connaissances et compétences à l'école sont spiralaires, c'est-à-dire qu'on revoit d'une année chaque année les mêmes connaissances et les mêmes compétences. L'enfant n'était peut-être pas prêt à ce moment-là. Il a peut-être fait un blocage sur cette leçon-là aussi. Moi, j'insiste pas. Je suis pas pour insister de toute façon, justement parce que l'école nous offre la possibilité d'y revenir. Alors, par contre, il faut s'attendre effectivement à pas avoir une super note à l'évaluation. C'est pas, voilà. Si c'est préparé, si c'est anticipé, c'est pas très grave. Alors là, il y a une question intéressante. Merci pour tous ces apports si riches. Mais voici ma question de fin. Planifier, préparer les supports, les fiches, reprendre des cours qui parfois sont mal écrits, fautes ou structurés par notre enfant. Cela ressemble à un vrai travail pédagogique personnalisé, mais nous ne sommes que des parents et non des professionnels. N'y a-t-il pas là une équation de base faussée? Oui, c'est des choses qui sont des éléments qui sont relevés, hein, notamment si vous lisez des articles sur les devoirs. En fait, à la base, les devoirs sont un outil de partage, je vous l'ai dit, mais c'est dans le cadre d'une responsabilité éducative partagée, sauf qu'on est d'accord qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, parce qu'on n'a pas tous la même formation, que vous sortez d'une journée de boulot dans laquelle vous avez investi des compétences qui ne relèvent pas forcément du contexte pédagogique, et qu'il est parfois difficile même pour vous de justement euh, remettre le tablier pour travailler cela, notamment lorsqu'on n'a pas forcément toutes les techniques et les méthodes. Je vais vous dire une chose, même si ça relève d'une mauvaise équation de départ, c'est un fait. C'est comme ça. Et je pense que les enfants ne peuvent pas avancer si les parents ne sont pas dans la résilience. C'est comme ça. C'est quelque chose qui, pour l'instant, ne change pas à l'école. Il y a toujours des devoirs qui sont faits le soir et qui n'ont pas forcément été anticipés en classe. Ce que je vous disais, c'est que dans un monde idéal, l'enfant arrive à la maison et en fait, les devoirs ont été déjà faits à l'école. C'est juste des révisions de choses. Par exemple, une leçon de grammaire, une leçon d'histoire, normalement, elle est apprise en classe. Les enfants se mettent par deux, se posent des questions, commencent à l'apprendre ensemble. La maîtresse les fait un peu réciter comme elle le fait pour les poésies. Et à la maison, c'est juste de la révision. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que pour les enseignants aussi, c'est compliqué, qu'ils ont un programme à tenir, qu'ils essayent d'aller vite et que des fois, ils n'ont pas ce temps-là pour le refaire. Alors, si on devait revoir l'équation, ça serait en cela. Ça serait laisser plus de temps aux enseignants, peut-être en allégeant les programmes, pour qu'ils aient le temps justement de pouvoir apprendre avec tous les enfants dans la classe et rendre juste leurs enfants, les enfants aux parents en leur demandant de leur raconter, de leur réciter ce qu'ils savent déjà. Mais tant que ce ne sera pas le cas, je pense qu'il vaut mieux travailler à être de super parents comme vous l'êtes justement en faisant tout ça, plutôt qu'à ressasser des choses qui de toute façon pour l'instant ne changent pas. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, effectivement, il y a une équation de départ qui peut-être pas très... Il manque peut-être une inconnue dans cette équation. Alors, avez-vous un conseil pour donner confiance à l'enfant? Oui, le valoriser, mais pas trop. Il faut valoriser les choses qui sont valorisables, hein, c'est-à-dire quand il y a des réussites, vous en faites beaucoup, hein, vous félicitez, etc. Mais quand il y a des erreurs, vous ne faites pas semblant qu'il s'agit de réussite, parce qu'ils ne sont pas dupes, hein, ils savent là où ils sont en difficulté, ils savent là où ils sont bons. Euh, Donner confiance à l'enfant, c'est aussi le détendre sur les attentes que vous avez, vous, justement par rapport à ses notes. Lui expliquer que si vous n'attendez peut-être pas un 20 sur 20, mais vous attendez peut-être un demi-point de plus que la dernière fois. Et que si ce demi-point n'est pas là, c'est peut-être parce que on ne lui a pas donné les clés pour justement l'obtenir et que ça ne vient pas que de lui. Que lui, c'est un enfant apprenant et que d'abord, il y a des adultes derrière qui doivent lui apprendre et se mettre en collectif pour justement faire en sorte que ce soit acquis. Et qu'il a aussi peut-être mettre en confiance son enfant, c'est aussi lui expliquer vraiment de quoi relève son trouble. S'il y a un problème de mémoire à long terme, ou plutôt, comme je vous disais, de récupération, on lui explique ça. On lui montre justement le schéma, là, le débroussaillage, l'entretien, etc. Et on lui explique à quel endroit pour lui c'est compliqué. Déjà là, on l'aide un petit peu. Alors, il y a une concernant l'olfactif, on pourrait diffuser l'huile essentielle calmante. Donc ça, c'est un petit conseil de Laurence. De mandarine, de lavande, par exemple, une odeur qui plaît à l'enfant. Oui, parce que ça peut créer justement, ce que je vous disais, l'odeur de la craie tout à l'heure, ça peut créer justement un retour intéressant en mémoire quand on ressent. Mais bon, le problème, c'est que vous pouvez utiliser à la maison ces huiles essentielles qui vont lui plaire. Mais si le lendemain à l'école, lors de l'évaluation, la maîtresse ne diffuse pas de l'huile essentielle de mandarine, ça ne va pas créer le retour en mémoire. Tout à fait.
Par contre, ça va peut-être vous détendre, vous, l'atmosphère, et donner une bonne odeur chez vous, donc pourquoi pas, hein, comme la sophrologie tout à l'heure. Alors, que pensez-vous de la méthode Montessori pour un élève dyscalculique en maths? Alors, l'avantage de la méthode Montessori, c'est qu'ils s'entraînent énormément, qu'ils peuvent choisir les activités qui les mettent en confiance. En revanche, il faut quand même justement, puisque c'est une méthode qui favorise l'autonomie, quand même accompagner l'enfant, notamment pour des enfants dyscalculiques, pour souvent leur demander comment ils font pour réussir. Voilà, parce que l'enfant dyscalculique va avoir du mal à mettre des mots sur les procédures qu'il utilise pour réussir quelque chose. Donc Ce qui est, vraiment, oui à Montessori, mais avec quelqu'un à côté, en fait. Donc c'est plus du ce Montessori. qui est intéressant avec la méthode Montessori, c'est la manipulation. Donc, les enfants manipulent Ouais. énormément. Il y a toute la méthode sur le site dispositif. Il y a toute la méthode Montessori avec le matériel à créer. Donc, ça peut être intéressant, effectivement. Alors, il y a Nathalie qui nous répond, il y a des petits bijoux pour mettre les huiles essentielles. Ah, intéressant ça. Voilà. Mais pas toujours Merci. autorisé dans les écoles, hein, ceci Oui. dit, les bijoux. Oui, bah, s'ils sont discrets, peut-être qu'ils passent. Mais alors, à ce moment-là, Alors, il faut être de mèche avec l'enseignant, hein, pour lui raconter qu'on a mis de la mandarine la veille, que c'est la mandarine qui va faire qu'on va se souvenir c'est des, ça. des réponses. Alors, quelle solution pour l'apprentissage des notes de musique en cours de musique pour un multidisque qui a du mal à se repérer sur une portée? Ouh là là, je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que s'ils y arrivent, ça leur fait énormément de bien, justement, aux Ah oui, multidisques, de savoir d'accord. lire les notes de musique, pour l'apprentissage de la lecture notamment, et pour le traitement de l'information, en fait, puisqu'on apprend à jouer. Mais très sincèrement, je n'ai pas de réponse à vous apporter par rapport Peut-être à ça. qu'il serait intéressant, alors je ne sais pas, hein, mais de surligner de couleurs différentes les lignes de la portée pour Comment on peut repérer les surligner. notes. Peut-être que ça peut être intéressant. Mhm. Je sais que mon fils est pianiste et il utilise des applications, en fait, où lorsqu'il tape donc pardon, La sa note. partition, ça lui montre en même temps un clavier qui s'allume. Alors, ça peut être, en tout cas, lui, ça l'aide. Je ne sais pas si ça peut tous les aider, mais en tout cas, il n'est pas multidisque, mais lui, ça lui plaît. Voilà. Voilà, je crois que Marilyn, on en a fini avec dispositif, avec les questions, pardon. Donc là, il y a beaucoup de remerciements. Merci beaucoup. Tout était très intéressant et amène beaucoup de pistes de réflexion et d'action. Merci beaucoup pour ce temps de partage et la conception du site dispositif qui nous offre une aide indéniable au soutien du programme scolaire, sans oublier les leçons enregistrées orales pour certaines matières. Donc effectivement, en histoire, les leçons sont enregistrées, donc ça peut être très utile pour les enfants 10. Alors, vos ressources sur le site dispositif sont-elles accessibles gratuitement? Alors, elles sont accessibles il faut adhérer à l'association. Donc, une fois que vous êtes adhérent, vous avez accès à tout le contenu sur le site. Donc, l'adhésion pour un niveau de classe est de 50 € pour l'année complète. Donc, il faut savoir que cette adhésion nous permet justement d'organiser des conférences comme celle de ce soir. Elles nous permettent de rajouter toujours plus de ressources sur le site dispositif et de mettre en place de nouveaux projets. D'ailleurs, il y a un gros projet qui va être mis en place prochainement. On vous en parlera plus tard. Voilà, merci infiniment pour l'ensemble de vos précieuses réponses, Marilyn. On en a fini avec les questions. Je vous remercie à tous pour votre participation à cette conférence. Merci beaucoup, Marilyn, pour cette magnifique conférence très complète, très instructive, avec de nombreux outils très utiles. Alors, je crois qu'on a perdu Marilyn. Oui, Marilyn s'est déconnectée. Mais écoutez, je vous dis bonsoir à tous et à bientôt pour une prochaine conférence. N'hésitez pas sur le site, sur la page Facebook, à nous faire part de vos désirs. Voilà, Marilyn est revenue. Donc, j'étais en train de dire aux parents Marilyn, ton micro est fermé. On ne t'entend pas. Je vais peut-être pouvoir te Voilà. le… Désolée, mon ordinateur a dit stop. Voilà, donc je disais aux parents peut-être sur la page Facebook de mettre vos besoins en matière de conférence, s'il y a des sujets qui vous intéresseraient. N'hésitez pas à nous le faire part et puis on organisera des conférences dans la mesure du possible. Alors, est-il possible d'avoir une attestation de présence pour cette conférence? Alors, les attestations de présence, on les fait pour les adhérents de l'association, mais s'il n'y en a pas beaucoup, on les fera sans aucun problème. Il faudra envoyer un mail sur le site de l'association.
Voilà, donc moi je disais au revoir Marilyn, au revoir à tout le monde, merci pour votre Au revoir. participation. Merci beaucoup Marilyn, à bientôt, à une prochaine conférence, peut-être. Oui, il faudra voir les sujets qui sont demandés. Tout à fait. Alors, Au revoir à tous. au revoir à tous.